Hey boys! Les boys, Salut, ça va? hey! Ça va? Pat, tu pars tout de suite en Oh, forme ça avec pour la l'école poche! de Renault Ouais? aussi? Poche de velours, elle est au frais depuis tantôt. Là, j'ai une méga Sacrément. King Can encore de Sir John. Je me gâte, Ah, tu ben, gros sais. blague. C'est 1,18 litres de Ah, canne. c'est 1 litre, là. Ou On tombe 950, en ouais, enfance. attends, barouette. On dirait, tu sais, Ça part les fort grosses aussi. cannes de la batte bleue qu'on buvait quand on était Ouais, ado. là, ils t'ont-tu donné ça dans un sac brun ou. Les sacs à lunch comme un itinérant, là. Salut, Catherine. Ouais, si, ça promet le podcast avec cette grosse canne. Ah, c'est ma deuxième, là. Moi, je commence mes vacances ce soir, les boys. Oh, ok, Ah ok, ouais. ok, ouais. Oh! Fait qu'on y D'accord. va Ça va avec bien. la petite présentation, les Ah boys? ouais, donc. Vas-y. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast La Source du hockey de présentation de Until I'm Done. 15% de rabais avec le code promo SDH15 à la boutique physique ou bien untilimdone.com. Aujourd'hui, au menu, là, on a une grosse émission, comme mes coéquipiers de podcast l'ont bien dit. On va parler du contrat de Sergachev, du départ de Larry Carrière. On va parler aussi un peu de Team Canada contre Team USA là, qui ont sorti aujourd'hui leur roster. Eux autres, ils pensent qu'ils ont un bon club, là, mais nous autres, on se disait ça avant l'émission. On va faire un petit retour sur le week-end de Cole Caulfield, bien sûr. C'est un dossier chaud à l'interne de SDH, ça. On s'en parle Ouais. tantôt. Salut, Luc. On va parler aussi de la venue de l'équipe là, à Trois-Rivières de la East Coast League pour 2021-2022. Et pour nous en parler aussi, on va avoir un invité spécial aujourd'hui, un ancien joueur de la East Coast League, Yannick Tiffu, alias Datif pour les intimes, va être avec nous pour nous démystifier un peu la Ligue, là, la East Coast League. Un peu pour nous en parler. Il va nous parler aussi justement de l'équipe qui va arriver à Trois-Rivières. Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour des joueurs québécois? Puis moi, je ne sais pas pour vous autres, mais j'ai hâte de savoir là, qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours un joueur de la East Coast League. On voit un peu là, les joueurs de la Ligue nationale, les entraînements, tout ça. Les grosses installations, mais un joueur de la East Coast League, comment ça marche? Ouais, j'ai hâte de Effectivement, ça va être bon, j'ai ça. hâte d'entendre ça. Fait que, on commence peut-être avec le contrat de Sergachev. Ouais. Ouais, on Vas-y. peut commencer avec le contrat de Sergachev, 4,8 millions sur 3 ans. Yes. Certains disent que c'est un aubaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une aubaine. Mais c'est quand même un bon contrat. C'est un contrat de transition. Là. Il a quand même joué un solide rôle, là, Sergachev, dans les playoffs. Fait que oui, c'est un bon contrat. Mais là, avec ce contrat-là, le Lightning de Tampa Bay qui dépasse de 2 millions la masse salariale. Il reste encore l'ami Cirelli à signer. Anthony Cirelli, puis Chernak. aussi le défenseur Eric Chernak, puis le Québécois Mathieu Joseph aussi, qui n'a pas encore de contrat. Lui, ça va être un petit contrat, là, on peut s'attendre à ça, mais je ne sais pas ce que vous pensez du contrat, vous, mais moi, je trouve que c'est un bon contrat, là, quand même. Ben, c'est un contrat correct, tu sais, Sergachev, on sait qu'est-ce qu'il peut amener. On pense qu'il est au début de quelque chose de gros. Il joue très bien. Il a un rôle déjà important, mais il n'y a pas un rôle à 7-8 millions encore. Là. C'est pas un pilier du Lightning. C'est un bon contrat pour les deux, je pense. Là, lui, il a 3 ans à 4,8. S'il développe comme il est supposé de se développer, peut-être que la deuxième et troisième année, là, ça va être une vraie aubaine. Fait que sur le long terme, peut-être que Tampa Bay va gagner, mais ils n'ont pas surpayé non plus. Fait que je trouve que c'est un bon contrat pour les deux, mais moi, c'est la suite des choses qui m'allume beaucoup. Là. Qui vont bouger, qui vont se débarrasser pour faire de la place, ça va être intéressant.
Ouais, c'est ça, parce qu'ils n'auront pas le choix de bouger. Hein, as-tu un petit 2 sur Tyler Johnson? Ouais, mais ils ont tous des no-trade ou no-mouvement d'une partie ou d'un autre. Là. Il y en a que c'est une liste d'équipes, il y en a que c'est un full. Ça va être compliqué, le méchant casse-tête. Là. Mais c'est pas Tyler Johnson qu'ils ont mis au balotage, justement, personne n'a réclamé. Oui, exactement. Ils ont essayé de l'échanger. Personne ne voulait son contrat. Je pense qu'il reste encore 4 ans à 5 millions, Tyler Johnson, puis il a vraiment beaucoup ralenti. Ils ont essayé de le trader, ça n'a pas marché. Ils l'ont mis au balotage. Il n'a pas pris. Moi, je pensais qu'elle allait être réclamée. Je trouve ça bizarre quand même. Là, mais une équipe peut-être comme Détroit, je pensais qu'elle allait peut-être sauter là-dessus. Mais son contrat fait peur. Est-ce qu'un gars comme Killorn pourrait partir, un gars comme Palat, je pense que c'est les deux qui pourraient être échangeables. Là, je pense qu'ils ont demandé à Steven Stamkos. Steven Stamkos, bien sûr, c'est sûr, qui a dit non. Là, en plus de ça, que lui, il a fait une faveur au Lightning de Tampa Bay en signant pas un énorme contrat quand même. Je pense qu'il est à 8,5. Il aurait pu aller toucher les 10 millions ailleurs. Il a fait quand même une faveur au Lightning. Je vois pas pourquoi il lèverait sa clause de non-échange pour être échangé. Donc, mais je sais pas combien Anthony Cirelli va aller chercher. Mais si j'aurais un petit 2, je pense que ça tournerait aux alentours de 4 millions, là, selon moi, pour un deuxième centre défensif. Là, ça m'emporterait le Lightning à peu près à 6 millions au-dessus du plafond. Là, tu as Chernak à signer, peut-être un 2 millions pour Chernak si t'es chanceux, un petit 2 millions ici. Tu es rendu à 8 millions au-dessus du plafond. Écoute, je ne sais pas ce que Chum Brisebois va faire. Là, mais... ça va être un bon soap opera à suivre dans les prochaines semaines. Là. Ça va être bien intéressant. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent de hockey. C'est tranquille en maudit. Il y a de joueurs aussi sur le marché, là, mais c'est tout. Lightning, ça va débouler, je pense. Là. On a vu des rumeurs comme quoi que peut-être dès Noël, on commençait à avoir les camps d'entraînement. Je ne sais pas. C'est quand même tôt. Là. On va être le 1er décembre demain. Là, fait que, je veux dire... c'est à suivre. Du côté du Lightning, on va garder ça pour plus tard. C'est ça, du côté du Lightning, je veux dire, à un moment donné, tu ne pourras pas garder tout le monde. Là. Ça va être un petit peu comme le Canadien à la fin. Bon, c'est vrai qu'elle allait ramener quelque chose de même pour foutre la merde. Oui, c'est sûr. J'ai envie de foutre la merde encore plus. Là. Puis revenir sur l'échange Sergachev, Drouin. Oh! Quelques années plus tard. C'est quoi ta question, là? Ben, faites-vous encore le trade ou non? C'est ça ma question. Ben là, tu sais, moi je vais répondre oui, mais je sais que ça paraît mal, tu sais, parce que tu te dis, voyons, le Drouin, ça fait 2-3 ans, mais il est souvent blessé, il a jamais joué avec le même centre, je pense que c'est plus qu'une affaire comme 30 matchs, là, tu sais, moi, je m'attends à ce que Drouin trouve sa place cette année puis l'année prochaine avec un Suzuki ou un KK, puis qu'il va devenir le gars de 60-65 points qu'on attend. Oui, il a fallu que tu payes cher, mais il faut que tu te rappelles que quand on a fait cet échange-là, là, il n'y avait rien à Montréal. Il n'y en avait pas de KK, il n'y en avait pas de Suzuki. Aller signer un joueur comme on a fait avec Toffoli cette année, et ça n'existait pas. C'était zéro sexy. Il fallait que tu fasses un échange. Il fallait que tu surpayes parce que c'était une taxe québécoise. Tu allais chercher un joueur québécois. La taxe québécoise. Non, mais c'est vrai. Là, les autres DG t'attendent. Ils disent, mais lui, il va frapper fort. Il va vendre des billets chez vous. On n'avait pas trop de sexiness à l'attaque. Exact. On se remet un petit peu à le passer. Moi, je me rappelle... J'en ferais l'échange un peu pour les mêmes raisons que Pat. Moi, je me rappelle de quand l'échange est survenu. Je pense qu'il était aux alentours de 5 heures. J'étais ça à 30 dans mon char. J'écoutais, je pense, j'écoutais JC. Écoute, je m'en rappelle très bien. J'écoutais JC dans mon char. Le ciel, toi étoilé. Exact. Non, il pleuvait pas ce soir-là, si je me rappelle. Okay. Mais écoute, je me disais, bon trade.
bon trade. On est allé chercher quand même un troisième overall qui avait fait une bonne saison avec le Lightning quand même. Des bonnes séries. Il était prêt, ouais, c'est ça exactement. Il était prêt à exploser. T'sais. Puis c'est quand même un troisième overall. L'année de Sergachev, j'avais pas tellement aimé l'année de Sergachev. Il m'avait pas bien impressionné au World Junior. Il avait eu, je pense, 1 point en 7 matchs au World Junior. On venait de le drafter. Je pensais qu'elle allait être un des meilleurs défenseurs russes au World Junior. Puis en fin de compte, il a comme eu un rôle plus effacé. Il ne jouait pas sur l'avantage numérique. Il a obtenu juste 1 point. Je trouvais qu'il avait les pieds dans le béton un peu, pas impliqué dans le jeu. Mais là, tu vois. Un jeune défenseur, hein, c'est pas facile tout le temps. Ouais, fait que sur le coup, je me rappelle aussi que tout le Québec au complet était super heureux de ce trade-là. Là. Puis. T'as-tu allé t'acheter ton T-shirt? Pratiquement, mais non. Ben, t'as pas répondu à la question, là. Aujourd'hui, tu ferais quoi? Tu le ferais ou tu le ferais pas? Je pose une question, mais toi, tu réponds pas à ta question. Non. Non, je ferais pas le trade. J'ai vu. Non. Hey, c'est rare, c'est toi le pisse-vinaigre? Ouais, mais depuis le début de ce trade-là, depuis ce trade-là, je dis que je referais ce trade-là, que Jonathan Drouin est quand même un très bon attaquant. Je ne suis pas un fan de Sergachev. Les playoffs qu'il a joués, écoute, est-ce que c'est juste des playoffs de rêve? Mais j'ai adoré son jeu en playoff. Il était très fort. Genre, aujourd'hui, tu te mets pas en contexte avec avant. C'est facile de dire ça quand que... Non, mais c'était ça sa question. Tu me demandes aujourd'hui. La question de LP, c'était aujourd'hui, on le fait ou on le fait pas. Tu sais. Quand Drouin, s'il y a une mauvaise saison, on m'a dit non. Puis il faut pas... Son implication à Sergachev que j'ai vu dans les playoffs le font en sorte que, d'après moi, ça va être un défenseur qui va jouer ses premières paires pour plusieurs années. Là. Puis j'ai aimé, il a réglé ce problème-là aussi, le problème que je disais, là, le problème d'implication dans le jeu que je trouvais au World Junior. Écoute, il était incroyable là, pendant les playoffs. Fait que, malheureusement. Ce que le monde oublie, là, c'est que, tu sais, remets Drouin, là, les 2 dernières saisons, avec le talent qu'ils ont à l'attaque à Tampa Bay, là, il aurait produit pas mal plus qu'il a fait à Montréal. Mais Sergachev, quand on n'avait pas de défense, là, on commence à avoir une défense qui a du bon sens. Mais il y a 2 ans, là, mais Sergachev à la bleue du Canadien, là, il a l'air plus fou qu'il aurait l'air à Tampa Bay parce qu'il est bien entouré. Il y a un gars qui joue avec, il est plus solide, il va le backer, il va prendre confiance. Tu sais, les situations sont vraiment pas pareilles. C'est facile à dire « Hey, Galot, il produit là-bas. » Ben oui, t'as-tu vu son partner de défense versus ici, il aurait joué ça à 3 avec Mété, tu sais. Mais non, mais c'est vrai, là, c'est pas le même gars. On a tous joué au hockey, on le sait, là, c'est quoi avoir 2 bons attaquants avec toi. Moi, j'étais un ancien défenseur quand je jouais, ben... quand le gars, t'es capable de le truster puis il est solide, t'as l'air bien moins fou, là, tu sais. Mais tu sais, c'est pas fini. Comme Zachary dit là, dans le chat, l'an passé, Drouin avait bien joué avant sa blessure, puis sa blessure, ça a comme scrappé sa saison, puis il n'a pas tort. La saison du CH aussi. Oui, exactement. Ouais, ça a scrappé aussi. Le CH a commencé à descendre quand Drouin s'est blessé contre les Caps. C'est vrai, ça. Puis, bon point. Exact. Non, fait que tu sais, c'est pas. Je pense qu'on a vu un petit flash pendant les playoffs là, avec Suzuki. Il y avait une belle chimie. Est-ce que Drouin peut produire à côté de Suzuki? On va le voir cette année, s'il y a une saison, bien sûr. Mais, ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Je sais pas ce qui se passe entre les négos, entre la Ligue et les joueurs, mais il me semble que ça aboutit pas. Là. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils se parlent plus. Moi, j'ai de la misère à y croire. Là. D'habitude, quand c'est tranquille, c'est parce qu'ils sont en train de finaliser des affaires. Là. Ouais. Mais, tu sais. Sans cachette, comme les Jazz de Winnipeg vont arriver un beau gars, vont dire tadam! Ça commence dans 2 semaines! Ouais, mais tu sais, la rumeur voulait que le deadline pour commencer le 1er janvier, c'était qu'il fasse une annonce vendredi passé. Là, ça aurait donné 2 semaines de quarantaine, 2 semaines de camp, puis on aurait été d'un temps. Là, toujours pas d'annonce. Il n'y a rien là. On peut commencer à mi-janvier, 1er février, mais s'il y a vraiment
un caillot dans les négociations ou un nœud de poignée, je sais pas comment le dire. Là. Parce que là, les joueurs viennent de négocier de quoi avec Bettman. Bettman en veut plus parce que là, il n'y aura peut-être pas de fans avant un bout. Là. Les joueurs, s'ils disent non. On entend parler de l'argent de Seattle, dans le fond, là, que au lieu de le splitter à la gang, il splitterait pour les équipes qui ont le plus de misère. OK. Ouais. Puis là, il y a peut-être des propriétaires qui ne sont pas contents de ça, un. Puis de deux, ben, ça a l'air qu'il y en a qui veulent jouer. Puis il y en a qui veulent tirer à la plug sa saison. Ouais, parce qu'il y en a qui sont pas comme le Canadien, là, avec nos chandails bleus. Nous autres, le Canadien va en vendre des reverse retro, là, Anaheim, Caroline, puis il y a des équipes, les marchés, ils ont besoin de leurs fans dans les estrades, sinon ils font pas grand argent. Ouais. Ben moi, je veux pas embarquer dans les chiffres dans ces affaires-là, là, mais non. Les milliardaires qui se plaignent et qui veulent pas jouer, les équipes plus pauvres, là, tu parles d'Arizona, Floride, puis là, ils voudraient pas jouer à la saison. Excuse-moi, là, mais t'as acheté une équipe de la Ligue nationale. T'es une business, mais tu veux pas ouvrir. Si t'es pas capable de suivre les autres équipes, là, je m'excuse, mais va là, t'as ton équipe. Ouais. Ça, je suis bien d'accord avec toi. J'ai bien gros de la misère à les plaindre, là, tu sais. Mais bon. Exactement. On y va-tu avec le prochain sujet? Juste pour faire l'annonce, je l'ai vu passer dans le chat, mais on va aller avec notre invité vers environ 8h30. Ouais, dans ce coin-là. Il y a Sly là-bas qui dit très beau chandail du deck 10-10, c'est ta casquette de Bob Bissonnette. Bon. Merci Sly. Ouais, on a bien les commentaires. Là. Louis qui nous dit que les joueurs veulent leur plein salaire et que les propriétaires veulent même pas payer le prorata. C'est clair qu'il y a quelque chose qui coince là. Ouais. Là, ça, c'est juste qu'est-ce que on rapporte les nouvelles qu'on entend nous-mêmes dans les nouvelles. Là. C'est sûr que, je veux dire, on n'est pas dans les secrets des dieux, puis j'aime pas bien ça non plus dire ça a l'air que. C'est ça. C'est un dossier à suivre. J'aime mieux aller vers le prochain sujet. T'as bien raison. Vas-y donc. Ouais, donc. Là, ça va brasser. J'écoutais Lara Gonzalez aujourd'hui. Je travaillais, puis c'était la grosse question. Ouais, ben c'est le monde qui appelait aussi. Puis, tabarnak. Louis de Mercier, Louis de Ville-Mercier, c'est ça? Je me sentais comme j'étais à la taverne avec des œufs dans le vinaigre, puis un film de... Des langues de porc. TV, avec des langues de porc. Mais non, le monde, ils sont déçus que Cole Caulfield... Elle pas marqué, elle pas fait de pas marqué, ça. Ouais, il y en a qui disaient, qui essayaient de tempérer en disant, ouais, si c'est la game qui aurait fait un tour de chapeau, ils auraient peut-être pas dit la même affaire. En plein ça, mais tu sais, le monde, regarde, on en a parlé un peu tantôt, là, on va ramener le sujet, là. Tu sais, à Montréal, je trouve qu'il y a beaucoup de fans du Canadien de Montréal, mais qu'il n'y a pas tant de fans de hockey en tant que tel, tu sais. Le Canadien est poche qui arrête d'écouter le hockey les autres durant cette année-là. Ben non, mais écoute, moi, je me dis que nous, on a des sujets quand même, oui, on parle beaucoup du Canadien parce qu'on est à Montréal puis on est quand même fan du Canadien. Là. Moi, je m'en suis jamais caché, je suis un fan fini. Mais, tu sais, je suis capable d'écouter d'autres matchs, j'en écoute d'autres, je suis un peu les prospects, pas autant qu'LP. Mais, tu sais, là, il y a 2 games qui jouent à RDS. Là, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien à TV. Fait que là, tout le monde a écouté ça. Le fan. Puis là, le nombre de pages qui ont fait des articles sur les 2 matchs de Caulfield parce qu'ils n'ont jamais écouté d'autres matchs que Caulfield. Là, ils ont pu écouter, fait qu'ils ont fait un article là-dessus. Fait que là, les commentaires, tout le monde bâchait Caulfield. Quel flop. Canadien s'est encore fourré. Ils ont drafté un tout croche. Hey, calmez-vous, là. Prenez votre gaz, les gars. Un tout croche. Moi, j'ai quand même hésité, là, à demander à Mathieu Campeau de l'inviter dans le chat, là, pour avoir un petit débat avec LP, notre rédacteur Mathieu, puis LP ont fait un petit pari là, pour dans combien d'années que Cole Caulfield allait être régulier avec le Canadien. Mais là aujourd'hui, ça n'a sûrement pas changé, là, mais tu le vois vraiment là, être d'ici 2 ans avec l'équipe régulière, toi?
Ouais, ben j'avais dit 60 matchs, donc oui, je le vois encore là. Écoute, moi je trouve que c'est pas une belle vitrine qu'est-ce qu'on a vu en fin de semaine, les 2 matchs, celui de samedi, celui de dimanche. C'est pas juste une belle vitrine pour Caulfield. Moi je trouve que c'est pas une belle vitrine aussi pour la NCAA parce que, écoute, on a pogné 2 matchs là, vraiment atroces, puis la NCAA, c'est pas ce qu'on a vu. T'sais. C'est malheureux parce qu'on a pogné Arizona State, puis Wisconsin. Wisconsin, c'est pas une grosse équipe non plus. Toutes les vedettes sont parties. Il reste juste Caulfield. Là-dedans, il y a du monde qui sont partis. Dylan Holloway est parti pour Team Canada. Le premier centre, Pelton Bryce, qui est pogné à COVID, blessé aussi. Il manquait des joueurs aussi. Il jouait à 3 lignes en avant. C'est pas un beau match. C'était pas beau à voir ce qu'on a vu en fin de semaine. Là. Écoute, puis, sauf la NCAA, là, c'est beaucoup plus de qu'est-ce qu'on a vu en fin de semaine. C'est pas des gros matchs, des grosses équipes. Là. Je parle de Denver, Boston College, Minnesota Duluth, North Dakota, Michigan qui ont à peu près 9 gars de première ronde. Là. Il y en a qui vont sortir au prochain draft dans la première ronde. Ils ont déjà des gars draftés dans la première ronde dans les années passées. La NCAA, là, écoute, il y en a qui disaient ça se compare pas à Q, la Q c'est meilleur. Un peu, là. Moi, je pense vraiment que la NCAA est un petit coche en haut de la Q. Mais... Une petite parenthèse, la Q, après notre copain La Lancette va cesser ses activités. Et revenir juste après le mois de janvier à suivre. Ouais, c'est vrai. Bon point. On ne l'a pas mis dans un sujet, mais on aurait peut-être dû, effectivement. Fait que Caulfield, c'est vrai que Caulfield, ça ne sera pas un joueur qui va traîner une équipe sur son dos. C'est un gars qui va être le complément d'un bon centre. C'est ça. Il faut un bon centre pour l'alimenter, c'est vrai, mais moi, j'aime quand même qu'est-ce que je vois depuis le début de l'année, parce que j'ai tout regardé les matchs. J'aime quand même qu'est-ce que je vois. Malgré qu'il n'y a pas de défensive là-bas, ça joue à 5 attaquants sur l'avantage numérique. Pas un gros club. Ils l'ont mis à pointe en avantage numérique, Caulfield, puis je trouve que quand même, c'est lui qui dicte le jeu en avantage numérique, c'est lui qui drive. Je trouve qu'il a amélioré son coup de patin, très rapide quand même, des bonnes mains et un bon lancer. Quand tu as tous ces ingrédients-là, moi, je trouve que c'est plus facile d'aller corriger des petits défauts défensifs qu'il y a. Son implication dans le jeu, je pense que c'est 2 affaires qui est plus facile à peaufiner, si on veut. Tandis qu'un talent de marqueur, des mains, puis un bon coup de patin, ben, un coup de patin, ça se travaille, là, mais je veux dire, un hockey IQ puis un talent de marqueur, ça se travaille moins un peu, tu sais. Mais c'est compliqué pour Caulfield cette année, là, tu sais. Si Caulfield devient le joueur qu'il a à devenir, dans le meilleur des mondes, ça serait un genre de Pacioretty, tu sais. Un gars qui va en mettre beaucoup dedans, mais qui n'est pas de temps complet, là, tu sais. Pacioretty, c'est plus ces dernières années à Montréal, là, que on le reprochait parce qu'il jouait quand même beaucoup en piqué, Pacioretty, quand il était à Montréal. Ouais, mais tu sais, ça restait un joueur unidimensionnel. C'est un peu ça que mon point, c'est un peu ça. Il faut que tu compares un peu. Tu sais, ça sera pas un gars. Ouais, effectivement. Camilleri, c'est un bon exemple. Mais tu sais, moi, je le vois vraiment comme un Alex de Brincat. Là. Vraiment, ça se ressemble vraiment énormément. Des snipers, des petits gabarits, même shape. Mais il faut que tu sois bien entouré. Tu as parlé de Pacioretty. Écoute, il avait connu un championnat du monde junior atroce, là, quand même, Pacioretty. 0 points en 6 matchs après son année de repêchage. On disait tous que qu'elle allait être un flop. Puis tu vois, réussit quand même à scorer 39 buts dans la Ligue nationale. Là, tu sais. Attendons un peu. Même affaire pour Nick Suzuki. Hein? Nick Suzuki, je me rappelle, l'année de son World Junior, il avait eu 3 passes. On disait tout, pas sûr, hein, Nick Suzuki. Ouais, ben c'est pas un gage à succès, l'équipe Canada Junior, parce que j'ai fait des petites recherches après-midi, puis
J'ai regardé points par match, c'est Wayne Gretzky le premier, puis le deuxième, c'est Cody Hodgson. Ah, c'est vrai. Mais pour toutes les équipes du World Junior, c'est comme ça aussi. Il y a bien des joueurs que, on parlait d'Alex DeBrincat. Alex DeBrincat au World Junior, il a scoré un but en 5 matchs. Là, fait que, rien dire. Ça veut absolument rien dire. Là, il y a beaucoup de bons joueurs, puis des fois, tu n'as pas le temps de qualité que tu voudrais là, aussi, là, parce que tu as beaucoup de joueurs de qualité puis des joueurs de rôle, de power play. Donc, à suivre. Mais écoute, on disait, pour revenir un peu sur Nick Suzuki, je me rappelle l'année passée au camp de développement des jeunes du Canadien, il s'est vraiment pas démarqué Nick Suzuki. On était, là, tout le monde était là. Tous les fans disaient, bon, jusqu'à Noël. On est allé chercher un flanc. Jusqu'à Noël, moi, je ne l'ai pas aimé, là, Suzuki. Là. Bon, ben, tu veux, regarde. Si on suivrait ce qu'on a vu au... C'est pas parce que je dis que je l'aime pas que je dis qu'il sera pas bon. Là. Je vais juste nuancer mes propos. Pour pas être dans le club des mal cités. Ouais, c'est ça. Ouais, mais admettons, là, regarde, tu sais, Suzuki, là, il a explosé, puis personne ne voudrait l'échanger, là. Ben, admettons, là, je sais pas, moi, Ryan Peeling, là. Tu sais, il y a eu une année de merde cette année, là. Il a été blessé au camp. Il a joué sa 4e ligne à la fin de l'année. C'est le seul qui a pas joué, le seul attaquant qui n'a pas joué dans les playoffs. Mais il n'est pas fini, là. Ça veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Je pense pas qu'il va redevenir le gars que le monde pensait qu'il était, genre un super attaquant qui va faire 50-60 points. Ben, d'après moi, il va jouer sur une 2-3e ligne, puis il va être capable de faire peut-être un 40 points. Il va jouer physique, puis c'est le genre de gars-là que je m'attends de Peeling, là. Ouais, je suis un peu d'accord. Mais les jeunes, un jeune, c'est ça, hein? C'est une courbe de croissance. Il y a des hauts, il y a des bas. Les au moins jusqu'à 24 ans, au moins. Tu parles à qui? Tu parles de Peeling, toi? Ouais, Peeling. Ouais. Ben écoute, des joueurs qui sont un peu plus tardifs, puis... Ouais, exact. Mais écoute, McCarron, sa dernière année, avec qui se blesse à Laval, moi, je trouvais qu'il était rendu pas pire. Moi, McCarron, j'ai jamais cru à ce gars-là. Là. Alors, ils viennent de sortir McCarron. On parlait de Cofield. On a commencé avec Cofield, on part ici, on finit ça. Même combat. C'était pas une comparaison, un exemple. Mais je veux dire, je confirme qu'on vient de... On vient de perdre 10 personnes. 10 personnes. Parce que moi, l'année qu'il s'est blessé, justement, puis que ça allait bien, cette dernière année-là à Laval, j'avais été voir à peu près 10 games avant qu'il se blesse de cette saison-là. Puis honnêtement, il faisait moins les pecs des cross-checks quand on était en powerplay, des affaires de même. Puis il servait de son physique, puis ça paraissait moins que le patin, c'était pas sa force. Ouais, mais en tout cas, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Là, mais écoute, ouais, là, on ne commencera pas à parler de McCarron. Ouais, je veux juste dire que j'ai perdu un pari. Je veux juste dire que j'ai perdu un pari sur McCarron. Je pensais qu'elle allait devenir un joueur de la Ligue nationale, un 3e centre dans la Ligue nationale, et puis j'ai perdu mon pari. T'es mieux placé avec ton pari de Cofield que McCarron. C'est ça. C'est ça. Il va-tu avec l'invité, les boys? Ah ouais, donc, yes, on va le signaler, puis on va l'aider. Ça commence à manquer d'action. Hein. À la demande générale, le monde ont hâte dans le chat là, Ouais, il y a un bon crowd, hein, pareil. Ben oui, toi, hein? Un fanbase, c'était un petit filet. Je me rappelle de l'avoir vu jouer à Candiac dans la Ligue, la Different League IHL. IHL, hein. Exact. J'ai joué au deck hockey contre lui. On s'en est parlé un peu cette semaine aussi. Est-ce qu'il s'avait perdu? Est-ce qu'il s'avait trompé de calibre? Ou j'ai joué dans le B et dans le A, moi, quand j'étais jeune. Il s'était trompé de calibre. Encore jeune. Ah, ok. Ah, écoute, là, s'il était à l'écoute, il faudrait qu'il réponde. On va attendre. Nous autres, on n'est pas pressés. Ben ouais, il est peut-être parti pisser. On va peut-être m'ouvrir une petite bière. Écoute,
La Faisan Malte. Faisan Malte. Ouais, ça, c'est une de mes bières préférées, la Voie Maltée. Une bière du Saguenay. On fait un petit reverb. Il faudra que tu fermes, tu fermes ton, le son. Ton Facebook. Yannick. Une bière du Saguenay. Salut! Salut! Tu nous entends-tu? Ben oui, on est là, t'es live. Faudrait que tu fermes ton Facebook, par exemple, si c'est pas fait. Ouais, il est fermé, mais là, je sais pas si vous me voyez, c'est ça l'affaire. Ben, on te voyait, là, tu viens de disparaître. Ouais, là, tu me vois. Là, tu me vois? Ah ouais, c'est bon, ouais. ça. Ah. Un bon mur en excuse-moi. arrière. Excuse-moi, je me demandais c'était quoi la Isabelle. La Isabelle, j'ai appris qu'il y a une Isabelle qui m'appelle. Wow! Je connais pas tant que Skype. Ta blonde sera pas trop jalouse, c'est juste nous autres. Je te demanderai pas si tu vas bien, ça a l'air de bien aller de ton bord. Mais je dirais, tu peux-tu te présenter un peu pour le monde, de ton background, pour le monde qui nous écoute? Vite, là, j'ai joué mon hockey, j'étais un petit gars de Brossard, né à Brossard, j'ai joué mon hockey mineur à Brossard, j'ai joué mon midget 3 à Charlemagne, ensuite de ça, j'ai joué junior majeur à Rouyn-Noranda pendant 4 ans, puis après ça, j'ai joué 11 ans professionnel, que ce soit East Coast, Ligue américaine. Puis après ça, quand j'ai pris ma retraite à l'âge de 31 du pro, je suis revenu à la maison. Puis depuis, je joue dans la Ligue nord-américaine, là, pour ceux qui connaissent ça sous le nom du semi-pro. Là, je joue à Saint-Georges-de-Beauce. Ça ressemble à peu près à ça, mon background là, de joueur de hockey là, de la rive sud de Brossard. Puis on s'est parlé un petit peu cette semaine. Là, puis dans le fond, c'est toi qui avais communiqué avec nous parce que tu avais le goût de venir nous parler un peu là, des joueurs de la East Coast League, comment que ça se passe, comment ça marche, démystifier un peu la ligue. Tu me disais que c'est une super belle ligue. C'est quoi tu peux nous dire là-dessus un peu? Premièrement, comment tu es venu à aller dans la East Coast League? Mm-hmm. Ouais, premièrement, quand j'ai fini ma carrière junior, là, j'ai pas été drafté non plus. Là, fait que je cherchais des options. Mon agent m'avait placé dans le temps. La première année, j'ai joué dans la UHL qui s'appelle la United Hockey League, qui a été foldée il n'y a pas longtemps après que j'aille passer. Mon agent m'avait placé là. Puis après ça, je me suis retourné vers la East Coast en tant qu'agent libre tout le temps. Puis, j'ai fait mon petit bagage de chemin là en jouant à East Coast. Ça m'a pris quand même 4 ans avant d'avoir mon call-up dans la Ligue américaine. Ça a été long. Puis, j'ai suivi, j'ai travaillé fort. J'ai essayé de travailler fort. C'est un grand mot pour le monde qui m'écoute. Là. Je vais en venir tout à l'heure. Mais quand j'ai jamais lâché. J'ai pas... Ouais, vas-y. Tu avais connu quand même deux grosses saisons à Rouyn-Noranda, 90 points, je pense, 82 à ta dernière 90. saison. 90. Ouais, 42 buts, 48 passes, 90 points. Et puis 28 buts, 54 passes, 82 poins. J'ai eu des bonnes années. Je te dirais peut-être que j'ai pas mis le sérieux à la bonne place toujours. Ça, c'est un autre débat que j'aurais à avoir parce que je suis pas un fan de l'entraîneur qui m'a coaché, mais ça, c'est un autre débat. Et puis, je peux pas le blâmer non plus. J'ai juste moi à blâmer aussi. Là. Il y a des choses que j'ai faites dans mon parcours que je regrette. J'aurais peut-être pas juste dû me fier à mon talent non plus. Et j'ai fait ce que j'ai fait, puis je suis heureux pareil. Je deviens une bonne personne au bout de la ligne. Mais en même temps, il y a des choses que je regrette là, de la manière que je l'ai faite. Là. Puis, tu parlais avant d'avoir ton call-up, mais comment ça marche? Là-bas, tu signes avec une équipe de la East Coast qui est un club école de la Ligue américaine, puis eux peuvent te rappeler. C'est comment ça marche? Dans le fond, là, je vais essayer de faire une histoire courte. Là, des fois, là, je disais à mes coachs, là, il me semble que ça prend un bac à Harvard pour comprendre comment tous les contrats marchent là, dans East Coast. C'est un peu compliqué. Là. Dans le fond, tu peux signer avec un club de la Ligue nationale un two-way qui serait pour le monde un two-way là, Ligue nationale, Ligue américaine, et où tu pourrais signer un two-way Ligue américaine East Coast. OK.
te dirais qu'un contrat two-way dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, pour un agent libre, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que quand tu signes ton two-way, t'es comme fermé à ce club-là de la Ligue américaine. Fait que peu importe comment tu joues dans l'East Coast, t'as une bonne saison, ça va bien. Si en haut, ils n'ont pas besoin de toi, puis exemple, t'aurais signé un two-way avec Albany puis Floride dans l'East Coast, puis Rochester aurait besoin d'un gars, ben Rochester ne peut pas te rappeler parce que tu es sous contrat déjà avec Albany. Fait que je pense pas que c'est une bonne manière de voir les choses. Fait que tu signes un one-way dans l'East Coast, tu te lies à personne. Et puis, au bout de la ligne, tu espères qu'une équipe de la East Coast, de la Ligue américaine va te rappeler au courant de la saison. Avoir des games là et là, puis essayer de faire ton chemin dans tout ça. Là. Tu jouais avec qui quand tu t'es fait rappeler dans la Ligue américaine? Tu jouais avec quel club de la East Coast League? Mon premier call-up, je jouais à Dayton, en Ohio. J'avais été rappelé à ma 4e année, j'ai été rappelé à Albany. Pour un petit segment, je pense, de 9 games. Je pense que c'est 9 games. Puis, c'est ça, c'était ma 4e ou 3e année là, dans la Ligue, là, quasiment. J'étais rendu à ma 3e année dans la Ligue. J'ai commencé à trouver le temps long. Puis, c'est ça, ça a été mon premier rappel. Puis après ça, ça a été des in and out. Là. J'avais un peu de la misère à rester stable. Puis, il y a eu une année que je suis resté stable, qui était Albany en 2000. Je pense que j'ai joué 37 games. 2018, 2008, 2009, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai joué mon 35 games. J'étais sur un one-way dans la Ligue américaine dans ce temps-là. Ça m'avait permis de jouer une coupe de games. Puis à part ça, c'est ça. Là, ça a été comme un cheminement. Tu attends toujours l'appel. Puis, tu sais, c'est exactement un peu de ce que je voulais parler ce soir par rapport à ça. On va s'en aller vers là. Mais tu sais, comme la East Coast, ce que je trouve triste un peu, puis là, surtout quand on a un club qui s'en vient à Trois-Rivières dans pas long, ce que je trouve triste, c'est comment on peut dénigrer la Ligue de temps en temps, à dire, ouais, tu sais, j'entends souvent encore du monde disant, c'est une Ligue de bataille, c'est une Ligue de ça. Premièrement, ça ne l'est pas. C'est une Ligue qui est très, très bonne. Tu as beaucoup de draft picks, là, des choix au repêchage, des 5e, 6e rondes qui se ramassent là. La Ligue n'est pas mauvaise en tant que telle. Là. Le monde qui va aller à Trois-Rivières vont voir, c'est du très bon hockey. Puis, des fois, ça vient... moi, dans ma carrière, j'ai quand même joué plus dans l'East Coast que la Ligue américaine. Là. J'ai joué quasiment 500 quelques games dans l'East Coast. C'est sûr que je m'attarde à la East Coast un peu plus. Puis j'aimerais ça que le produit soit vu d'une différente manière avec le monde. Là, je vois le monde qui en parle et qui dit ouais, la East Coast, c'est pas une très bonne ligue. Le gars, il est rendu dans la coast, il est encore loin du Ligue nationale. Premièrement, il est à 2 steps de la Ligue nationale. Là. Il n'est pas si loin que ça. Là. Ce qui est quand même vraiment mieux que 95% des Québécois qui ont joué au hockey. C'est pas plus. Il y a des bons joueurs quand même qui ont réussi à servir de la East Coast League comme tremplin. On parle de Yannick Gourde, de David Dernay, ils ont passé dans la East Coast League. Là, puis à cette heure, Yannick Gourde joue encore dans la Ligue nationale, il vient de gagner la Coupe, mais Dernay joue avec le Canadien longtemps. Je vais vous poser une question vite, on va voir. Là, je vous lance ça de même, là, on y va à peu près approximatif. Là. Faites pas comme le show qui dit $1. Là, comment ça s'appelle? Faites-moi pas ça. Là. Mais combien de joueurs vous pensez qu'il a joué dans l'East Coast qu'il a joué dans la Ligue nationale? C'est une très bonne question. En ce moment ou dans l'histoire? Dans l'histoire. Dans l'histoire de l'East Coast. Pas mal. Je me la posais comme question après-midi, tu sais, puis là, il me venait juste en tête Yannick Gourde puis Dernay, mais... moi, je pourrais dire en 2012-2013, quand Yannick a gagné la Coupe Kelly, il y avait comme goaler Philippe Grubauer aussi, je peux te dire ça. Quand même! Il y avait Drew McIntyre aussi. Drew McIntyre. Oh boy! On a Louis Chaillé qui nous dit 5000, Guillaume Latendresse qui participe et nous donne 700. Moi, j'irais avec 150. 5000, c'est gros pas mal. Là. Moi, je vais y aller 500. Vous êtes tous pas loin, là. Vous êtes tous pas loin, c'est 660. Ah, ouais, quand même. Impressionnant. Guillaume, il était proche, hein? Pour moi, Guillaume est sur Google. Non, mais comme juste pour nommer des noms comme ça, vite, là, vous avez nommé Yannick Gourde, David Dernay, Thomas Voka m'a joué, Tim Thomas, Mark Strike, Michael Ryder, Jonathan Quick. Brian Oldby, Dan Giardi a commencé là. Alex Burrows, pour ceux qui connaissent très bien. Là, ouais, c'est vrai. Ouais. Et un Yaroslav Alak a joué dans East Coast.
Jordan Bennington. Bennington jouait dans la course là, juste avant de gagner la Coupe Stanley la même année. Alex Belzile. C'est juste pour nommer eux autres, mais c'est quand même assez incroyable que 678 joueurs ont joué. Puis ce que je trouve triste, c'est qu'ils pourraient en avoir encore plus. Puis, moi, la question que j'ai pour toi, justement, c'est avec le débat que des fois, on peut dire que les joueurs prennent peut-être plus de temps à se développer. Est-ce que tu crois que les équipes de la Ligue nationale investissent assez dans les équipes de la East Coast ou devraient peut-être plus regarder justement la East Coast comme une ligue là, justement, qui peut développer des joueurs qui seront bons plus tardivement? Ben, c'est exactement ce que j'avais pris comme note. Là, puis, je suis content que tu poses la question. Pour moi, c'est plus le fait, est-ce que la Ligue nationale investit sur ce jeune-là? Je te donne un exemple. Tu as repêché un gars en 6e, 7e ronde. Là. Ben, c'est parce que tu as vu quelque chose en lui, right? Tu ne l'as pas repêché parce que tu as flippé un 25 cents à la table, tu as dit, OK, on va prendre lui, là, on peut s'en aller, là, c'est fini. Non, tu as vu quelque chose, tu as des dépisteurs qui ont travaillé sur le jeune. Mais est-ce que ça se peut que ce jeune-là devienne meilleur avec le temps? Oui. Puis venir à dire, est-ce qu'ils investissent? Je vais vous donner un exemple. Là, dans East Coast League, là, une équipe de la Ligue nationale, là, ce qui redonne à une équipe de la East Coast affiliée, quand tu as une équipe affiliée. Dans le fond, là, donner un exemple, ils donnent 525 $ par semaine par joueur qui est sur contrat. Fait que si, exemple, là, toi, tu es sur contrat dans la Ligue nationale, tu te ramasses dans l'East Coast, là, tu fais ton exemple, tu es sur un two-way dans la Ligue nationale, Ligue américaine, fait que dans la Ligue américaine, tu fais 70 000, exemple. Mais quand tu te ramasses dans l'East Coast, l'équipe de l'East Coast reçoit 525 $ par semaine le temps que tu es là. Fait que si, exemple, on fait un calcul entre 7 et 10 joueurs qui se retrouvent dans la East Coast, qui sont sous contrat dans la Ligue nationale, à peu près 7 à 10 joueurs, là, c'est à peu près 3 600 à 5 200 $ par semaine que tu remets de la Ligue nationale. Fait que une saison de la Ligue East Coast, c'est sur 26 semaines. Fait que tout en contenant encore que tu as 7 à 10 joueurs, c'est à peu près 95 000 à 135 000 que tu donnes à une équipe de la East Coast, ce qui est vraiment pas énorme. On s'entend que c'est rien. Pour aider le jeune à se développer. Et là m'amène mon autre point. On parle de comment aider le jeune à se développer. On parle de per diem. Pour le monde, ça ne sait pas ce qu'est le per diem. C'est l'argent qu'il te donne pour aller sur la route. Okay? Dans la Ligue nationale, je ne sais pas, Guillaume pourrait dire s'il est là encore, là, mais je me souviens que dans mon temps, c'était à peu près, je pense que les gars dans la Ligue nationale, ils reçoivent à peu près 120 $ par jour là, sur la route là, environ. Quand tu pars sur la route. Dans la Ligue américaine, là, c'est 83 $ par jour. Dans l'East Coast, là, vous allez tomber en bas de votre chaise, là, mais c'est 43 $. Comment qu'un jeune à 43 $ va s'en aller, exemple, sur un 3 en 3, un vendredi, samedi, dimanche, pouvoir dire, je vais aller bien plus loin, là. Désolé si je décortique, là, vous me coupez. Là, non, c'est intéressant, vas-y, lâche-toi là. À 43 $ par jour, là, c'est décortiqué en 3 façons, qui est déjeuner, dîner, souper. Fait qu'un 43 $, c'est 9 $ pour le déjeuner, 13 $ pour le dîner, 21 $ pour le souper. Fait qu'imagine le gars qui a ça pour... T'es mieux d'aimer ça du Subway? Ben, c'est pas mal ça. Si tu déjeunes pas, tu dînes du Subway, tu manges chez Joe Pizza après la game, pendant que le gars dans la Ligue nationale, c'est complètement 2 mondes complètement différents, puis tu demandes aux jeunes de performer quand que... Puis là, je m'en vais. Dans la Ligue nationale, ils ne jouent pas 3 en 3. J'aimerais ça un gars de la Ligue nationale. Jamais, je vais. Les gars de la Ligue nationale, là, je leur lève mon chapeau, ils ont travaillé, ils sont là, je leur lève mon chapeau. Mais quand je les entends dire, ah, si je suis brûlé, man, j'ai joué Phoenix, Anaheim, puis on a pris un vol. Ton vol il était à 3 heures. Là. Tu viendras jouer dans la côte, jouer un vendredi, samedi, dimanche à Kalamazoo, Gwinnett, puis Toledo, dormir 2 heures par jour avec 43 $ de per diem à manger du Joe Pizza. La fin de semaine, vous ne jouez pas des matchs doubles? C'est souvent dans des villes qui sont à plusieurs heures de distance? Ça dépend comme l'association Ouest, qui est comme Idaho, Alaska, tu sais, toutes les Utah, tout ça, eux autres, à cause qu'ils ne peuvent pas vraiment voyager entre
Tu peux pas faire ça en autobus souvent. Eux autres, ils vont, exemple, jouer un mercredi, vendredi, samedi contre la même équipe. Okay. Mais ils vont flyer. Dans la division S, où j'étais à Reading, les équipes sont tellement loin que, exemple, tu vas souvent jouer les vendredis, samedi, dimanche, puis tu vas partir sa route, mais tu ne joueras pas contre le même club 3 fois. Fait que, je te donne un exemple, un voyage typique là, de la côte à Reading. Là. On jouait un vendredi à Gwinnett, qui était à Atlanta, un samedi à South Carolina, puis genre, exemple, un dimanche on jouait à South Carolina, pour donner un exemple. Mais le vendredi, pour aller jouer à Gwinnett, on partait le mercredi à minuit. C'était 11 heures de char, c'était 11 heures de boss. Tu arrives le jeudi matin à 11 heures. En débarquant, tu penses, tu fais quoi? Tu vas pas te coucher. Là. Il est 11 heures. Fait que tu embarques sur la glace, tu fais une pratique. Tu pratiques, tu as ta journée de libre. Fait que, je veux dire, c'est complètement un autre monde pour le jeune. Ouais, vas-y. Pour les salaires, là, dans les East Coast League, ça ressemble à quoi? Tu parlais des perdièmes, mais pour ton salaire annuel, ça ressemble à quoi? En moyenne. J'ai remarqué, aujourd'hui, je fais encore partie de l'association des joueurs, fait que j'ai comme le droit au CBA. Là, j'ai vu le CBA, puis ça a augmenté depuis 4 ans. Je suis content pour les jeunes, mais ça augmente d'année en année. Ils ont signé 5 ans. Puis la première année du contrat qui est en 2018, c'est 525 pour une recrue qui monte jusqu'à 600$ après 5 ans. Ce qui est moins pire que quand moi je suis rentré, c'était 400. C'est déjà un pas, mais je vais te dire, ben franchement, le kid qui joue East Coast sur un contrat de la Coast, puis qui espère jouer un sang, l'été quand il revient, d'après moi, il va visiter des boulons chez GM. Là. Mais toi, dans tes meilleures années, là, dans East Coast, là, tu as un bon salaire que tu as fait. Est-ce que tu as fait un bon salaire dans East Coast? Mais c'est tous les joueurs qui ont le même salaire ou. Non, ça dépend. Ok, c'est ça. Background, sans mentir, à la fin de ma carrière, je faisais un très bon montant. Là, je t'appelle 4 chiffres. Chiffres à la fin de ma carrière. J'ai eu une belle carrière pareille. Là, je ne serais pas arrogant dans ce que je veux dire, mais j'ai quand même une belle carrière dans East Coast. Il y en a qui font des bons salaires, mais je dis, c'est pas, ça t'aide pas non plus à survivre et à aller. C'est pas un salaire de 100 000 par année non plus. Là, Est-ce que tu travaillais en revenant au Québec, mettons, à l'été? Ouais. Ça a l'air louche, cette réponse-là. Non, mais je vivais plus le rêve que d'autres choses. Là. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des erreurs de parcours, puis c'est à moi de. Aujourd'hui, j'ai grandi comme personne, mais je te dirais que moi, j'ai plus vécu le rêve que d'autres choses. Là. Y a-t-il un moment que tu as cru que peut-être que tu allais jouer dans le show, mettons, quand tu as joué dans la Ligue américaine ou quoi que ce soit? Ben, je te dirais que l'année là, en 2008-2009 à Albany, quand j'ai ramassé 18 points à 37 games, qui était une année un peu spéciale dans mon cas, j'avais eu des bonnes années dans la course, puis j'arrivais sur un contrat, puis je m'avais, pour une fois, là, le monde, ils vont rire, là, mais pour une fois, je m'avais vraiment entraîné. Moi, je suis jamais rentré je suis pas de méchanceté, je suis jamais rentré dans le gym, puis c'est une des choses que je regrette. J'étais une personne qui se fait beaucoup sur son talent, puis j'ai pas fait les efforts en glace toujours pour y arriver. Puis cette année-là, je m'avais dit, OK, c'est ma chance, j'ai un one-way, j'arrivais d'une bonne saison dans la course, je me suis dit, je vais travailler fort, puis je vais arriver au camp en forme, puis je suis arrivé au camp. Après les 9 premières games, je jouais ça à first, puis j'avais pas de points, mais je jouais très bien. Je m'avais entraîné, puis là, je suis là, boy, ça me frustre. Quand je niaise, je ramasse des points. Quand je m'entraîne, je ramasse rien. C'est quoi qui se passe, tu sais. Il m'avait redescendu dans l'East Coast en Floride. Puis j'avais eu j'étais allé en Floride, puis ça aurait été facile pour moi en Floride de partir sur un Roomba, là, je veux dire, c'était à Fort Myers, c'est sur le bord de la plage. J'avais dit non, je veux retourner en haut, c'est ma chance. J'étais jeune encore, j'avais 24 ans. Puis j'étais revenu dans pas longtemps après, j'avais eu un bon petit start, là. J'étais allé là 5, 6, 7 games à peu près. Puis j'étais revenu, puis en revenant, j'avais ramassé comme 6 points en 6 games. Puis ça allait super bien, je jouais sa première ligne. Puis c'était une équipe qui était en reconstruction. Albany, il n'y avait rien, il n'était pas très, très bon. Puis j'avais ramassé une coupe de points. Puis pendant un morning skate, j'étais en train de parler.
avec le coach, il était bien content de moi, puis on est vraiment content de la manière que tu as répondu. Tu avais parlé dans la cause, comme je t'ai dit tout à l'heure, puis niaisé, puis tout ça. Puis, dans la pratique, je me suis pété les genoux. Fait que j'étais hors 2 mois. Quand je suis revenu de 2 mois, j'ai été send-down dans la cause pour 2 games. Puis, juste pour le rehab, la journée que je suis revenu, on a eu un accident d'autobus dans la Ligue américaine. Le boss a crashé. Ben ouais, je me suis pété le dos dans l'accident. Fait que j'étais out un autre bout. Je suis comme revenu à la fin, puis j'ai ramassé une coupe de points, mais ça allait pas bien là, mentalement. Je me cherchais comme personne. Fait que si tu fais le calcul en 35 games, j'amasse 18 points, mais si tu enlèves les 9 premières games, c'est quand même 18 points en 26 games, 28 games, qui est quand même un bon pace dans la Ligue américaine. Fait que je te dirais que là, j'y ai quand même cru un peu au courant de l'année, mais quand tous les bad lucks sont arrivés, j'ai commencé à perdre un peu le mindset de genre, je vais jouer dans la Ligue nationale, puis je me suis rabaissé sur moi-même, ce que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû continuer à pousser, puis c'est pas mal la manière que je l'ai vu. Là. Puis je voudrais justement, plus qu'avant d'en revenir, je voulais revenir dans l'autre sujet, mais on va continuer avec celle-là. Tu as joué quand même, là, justement, cette année-là à Albany avec des joueurs comme Brandon Sutter. Tu as déjà joué aussi en 2007-2008. J'ai sorti une coupe de nom, Marc-André Gragani, Clark MacArthur, Dylan Hunter, Marek Zagrata, Anthony Stewart. C'est quand même des gars que tu côtoyais qui ont été dans la Ligue nationale. C'est comment de côtoyer justement ces gars-là? Est-ce que tu apprends d'eux autres ou. Je te dirais. Est-ce qu'ils te poussent à essayer de t'aider là, pour. Il y en a une couple, tu sais, comme exemple, je suis bien chum avec Grags encore, Marc-André Gragani. Grags, en ce moment, était jeune, fait que je m'entends super bien avec Grags, mais Grags, c'est une personne qui, à cet âge-là, il aspirait à jouer dans le national. Fait que, il focusait beaucoup sur sa personne. Il fallait qu'il y arrive, c'est correct. Stewie, Anthony Stewart était incroyable avec moi. Il était super fin, il m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Je te dirais que la personne qui m'a vraiment aidé, tu ne l'as pas nommé, mais c'est à Binghamton, Jonathan Chichu. Cheech a été une personne qui était vraiment incroyable avec moi, puis il m'a appris à devenir une meilleure personne. Puis je compte une anecdote vite. On était sur le banc, puis je vais faire une parenthèse à Jonathan Chichu. C'est que l'année d'avant, j'avais joué avec Corey Locke à Binghamton. Le monde connaisse un peu avec le Canadien de Montréal. Il a eu une épopée, il avait oublié son stock à l'aéroport. Il a jamais joué. Corey jouait sa ligne une game à Hershey, puis j'ai fait une mauvaise passe, puis en revenant au banc, il était en beau Moses, là, on va se le dire, le gars 100 points par année, j'étais un gars qui s'est un call-up, puis tout, puis, il s'avait retourné vers le coach, puis il avait dit, avec un peu de blasphème, il avait dit, si je rejoue un autre chiffre avec ce plug-là, je joue pas un chiffre. Fait que ça m'avait vraiment atteint personnellement, puis j'étais assis souvent, puis je me disais, t'es sérieux, man? Quel mangeur de merde! Non, je fais pas exprès, je veux tellement te donner le puck parce qu'en même temps, je me sens de la personne qui, genre, j'ai pas le choix de te donner le puck parce que t'es meilleur que moi, t'es dans A, tu me mets pas en confiance. Puis pour revenir à Jonathan Chichu, l'année d'après, je commence, j'étais à Binghamton, puis je me ramasse une ligne avec Jonathan Chichu puis Denis Hamel. Denis Hamel, pour ceux qui en a Denis Hamel, là, pareil. Là. Ouais, il y a eu des grosses saisons aussi dans la Ligue américaine, puis c'est un gars qui se battait. Il a quand même joué dans la Ligue nationale, fait que je me ramasse avec ces deux-là, puis premier chiffre, man, je t'ai fait une sauceur, là, qui est vraiment pas d'allure d'être là, mais vraiment, là, je force le jeu, là, j'étais comme, là, j'en reviens au banc, je fais, aïe. Puis là, je vois le coach, il m'enligne, puis il s'en vient directement vers moi, puis là, je fais, aïe, man, je vais manger de la merde encore, c'est fini. Puis là, Chichu, il fait comme, donne-moi 2 secondes, je vais y parler, puis il me dit, t'es ici pour une raison. Il y a une raison pourquoi ils t'ont rappelé, il y a une raison pourquoi tu joues sur la ligne. Il dit, c'est pas parce que je m'appelle Jonathan Chichu, c'est pas parce que c'est David, c'est pas parce que c'est Denis Hamel qu'il faut que tu me donnes le puck. Joue ta game. Quand tu seras prêt à donner ton puck, donne ton puck. Amuse-toi, mon grand. Fais ce que tu fais depuis que tu es jeune, le reste va bien aller.
Et je pense que cette année-là, j'ai joué 4 games ou 5 games, j'ai ramassé 3 points, ou 7 games, 3 points, peu importe, mais ça m'a tellement mis en confiance. Fait que, Jonathan Jicha, après, quand j'ai continué dans la carrière, si je peux être un modèle pour les jeunes après, de faire comme Caroline, lui, il m'a pas rabaissé, il m'a aidé à avancer dans ma carrière. Je le remercie encore pour ça. T'sais. C'est une grosse différence avec Corey Locke. Hein? C'est côté leadership. Là, leader positif, puis manger de marde que tu veux coller ça en dessous du boss dès qu'il part. Le pire, c'est que le chiffre d'après, il jouait avec Mike Hoffman. Puis Hoffman, il fait une sauceur bord en bord, mais genre vraiment intense, ben gros. En revenant au banc, je te le jure, ça la tête à mes parents. Corey Locke, il a crissé, excusez-moi du langage, un slash, là, mais Hoffman, c'était une recrue dans ce temps-là. Genre, les deux se regardaient en blanc dire « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » Même le coach ne savait pas trop comment réagir. Juste pour te dire. Puis je suis pas en train de faire le procès à Corey Locke. Peut-être que en même temps, Corey Locke, ça faisait des années qu'il était dans A, peut-être qu'il voulait aller en haut, comme personne, peut-être qu'il était juste tanné. Je peux le comprendre aussi. Il y a des choses que je peux comprendre. Mais c'est pas la manière d'aider un jeune non plus. Là, il y a Mathieu Ricard sur le chat qui dit que tu as déjà joué contre Zach Smith puis que tu as bien aimé ça. Ouais. Je sais pas pourquoi il dit ça, là, mais. Ouais, contre la j'étais à Albany, puis je jouais à Albany, puis lui il était à Binghamton, c'était sa première année, puis c'était la fin de l'année. Puis là, il me fallait un contrat. Je n'étais pas sous contrat. Puis tout. Puis il faut que je fasse quelque chose de différent. Tu sais. Là, on est devant le net. On se poussaille un peu. Puis il y a Zach Smith qui est devant moi. Puis il y a des patins là, vector bleu là, avec la white tongue out. Ça va être un gars de skills. Puis pour le monde qui me connaît, j'étais un gars de patin blanc. J'étais un gars flashy. Là, fait que là, je me dis, si je peux me battre, je vais me prendre un gars qui a l'air skills. Tu sais. Fait que je lui demande, je dis you wanna go, tu sais? J'ai 24 ans, là, il y en a 20. Il dit no problem, kid. J'ai 4 ans de plus vieux que lui. J'ai 4 ans de plus vieux que lui, no problem, kid. Fait que là. C'est bon. Fait que là, il se recule. Puis il dépose ses affaires sur la glace, mais il les dépose. Là. Puis moi, j'ai encore mon gant, puis tout, puis je suis comme face à lui, puis je le regarde, puis là, je suis là, qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai pas pogné le bon. Fait que là, je drop, puis pour faire une histoire courte, il était correct avec moi, il m'a comme dit, viens me coller, je voulais pas square off, fait que je me suis rapproché, puis il a dit, you ready? Je dis, yeah, I'm ready, puis là, ça a parti, mon gars, la tête partout, là, je veux dire, j'ai dit, quelle erreur que je viens de faire là, moi, là, ça n'a pas une bonne idée, on a dit. Fait que, c'est à peu près ça, c'est ça l'histoire existe. Mais j'ai joué avec l'année d'après, quand j'étais à Ottawa, puis il était là, puis il m'a accueilli, puis il était super fin, puis c'était pas méchant. Là, c'est moi qui s'est excusé de l'avoir mal fait paraître un peu. Là. Non. Là, c'est bon, Mathieu Ricard, si t'as d'autres flashs de même, n'hésite pas dans le chat. Ouais, n'hésite pas. Non, ça va aller. Mais, non, vas-y. Pour un joueur de la East Coast, là, c'est quoi un peu la journée typique quand tu te lèves le matin? Tu parlais que tu as des games vendredi, samedi, dimanche, mais c'est quoi que vous faites le reste de la semaine? Ben, c'est la même chose que dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Tu as tes pratiques. À tous les jours, tu as une pratique. C'est la même chose. C'est du pro. Fait qu'au bout de la ligne, le matin à 9h, tu es à l'aréna, tu as un workout. Tu arrives à l'aréna, tu fais ta pratique, puis après ça, tu sors de la pratique. C'est plus le temps libre qui peut commencer à être long. Et je te dirais, et là, c'est là la East Coast, le problème, c'est que, excuse-moi, des fois, le gars peut commencer à être tanné d'être en cause puis prendre des mauvais plis. Ta journée finit à midi. Des fois, tu es tanné. Pourquoi je ne peux pas rappeler? Pourquoi si? Puis là, tu te ramasses une coupe de boys, tu vas dîner, prendre une bière. Tu rentres dans les mauvais plis. Par exemple, dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, les gars ne font pas. Et c'est sûr que dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, dans la Ligue nationale, les gars sont un peu plus. Il y a des familles. Là, les gars, ils ont des enfants. Dans l'East Coast, c'est un peu plus jeune. Fait que les gars, ils n'ont pas un bébé. Ils n'ont pas. Fait que des fois, ils se ramassent en groupe. Ça fait une coupe d'affaires. Fait que c'est important pour le jeune. C'est toi qui te dictes où tu t'en vas. Tu veux t'en aller dans la bonne direction ou tu veux t'en aller dans la mauvaise direction. C'est là que ça. Fait que c'est après les pratiques, c'est un peu plus tough à essayer de gérer ton temps, mais ça ressemble à la même affaire qu'un gars dans la Ligue
un gars dans la Ligue américaine. Là, tu te lèves le matin, tu vas à l'aréna, tu fais ta journée normale. Là. Puis côté encadrement, là, les équipes, est-ce qu'ils vous trouvent des logements? Ou bien c'est vraiment vous êtes laissé à vous-même? Puis, dans East Coast, c'est le côté positif là, avec le salaire qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils donnent un appartement. Fait que ton appartement quand tu arrives, ils ont déjà des appartements pré-loués, fait qu'ils vont te mettre 2-3 par appartement. La plupart des gars, exemple, ils ont joué collège ensemble, fait qu'ils vont se ramasser ensemble. Tu le demandes, moi j'aimerais être avec lui. C'est sûr, exemple, une couple de Français, des fois, tu aimes ça te mettre avec les Français, là, parce que tu ne veux pas à l'aréna, tu essaies de ne pas parler français, tu parles tout le temps anglais. Fait que c'est le fun, des fois, se ramasser à la maison, puis être en français pour avoir du fun. Tout le monde se divise un peu, mais au bout de la ligne, quand on va sur la route, on est tellement souvent ensemble, on est dans l'autobus des fois des 12, 13, 14 heures. Fait que, on se voit toute la gang de toute manière. On est souvent ensemble. Là, comme je t'ai dit dans East Coast, comparé à la Ligue américaine, la East Coast, tu voyages beaucoup. Dans la Ligue américaine, tu joues jamais à l'extérieur vraiment de ta division. Fait que tu reviens souvent à la maison. Tu n'es jamais en train de coucher à l'hôtel. Tandis que dans la cause, des fois, tu peux être parti 12, 13, 14 jours. Là, c'est long. Okay. Si on regarde ton parcours, tu as joué avec plusieurs équipes, mais est-ce que c'est toi qui voulais changer d'équipe ou souvent c'est des contrats d'1 an? C'est comment que ça marche de ce côté-là? Parce que dans le fond, tu parlais de voyage, c'est parce que c'est une façon pour toi de voyager aussi un peu, de te promener dans les États-Unis. Je te dirais franchement, c'est des contrats d'1 an. C'est pas moi qui voulais voyager. Ça, c'est quelqu'un qui regarde, ça c'est un peu complexe, là, mais pour le monde, la East Coast, quand tu joues dans la division Nord, qui sont un peu moins les moins belles villes, les rappels sont un peu plus faciles. Tu sais, exemple, tu vas jouer à Reading, tu vas jouer à Elmira, qui est dans l'État de New York. Tu as comme à peu près 12-13 clubs alentour de toi de la Ligue américaine qui sont en dedans de 1 à 4 heures. Tandis que, tu sais, la division Nord, qui est comme les belles villes, comme Floride, Idaho, Alaska, Victoria dans le temps à BC. C'est des équipes que c'est un peu plus tough à avoir des rappels parce que, exemple, un vendredi, tu as besoin d'un gars, un vendredi, puis ton équipe joue t'es en Idaho, à 22 heures d'avion de Rochester, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu ne vas pas rappeler ce gars-là, tu vas rappeler le gars qui est à 1h30 de char. C'est pour ça que je me promenais souvent dans ces équipes-là. Me promener, c'est un grand mot. J'essayais des équipes. Je te dirais qu'à Reading, c'est où j'ai trouvé mon sweet spot, là, où j'aimais vraiment être. Mais je me suis promené un peu. J'ai pas fait il y a des fois que j'ai été changé aussi. Mais oui, j'essayais de rester dans la division du Nord qui est plus facile pour les call-ups. Donc, où ce que Trois-Rivières, logiquement, devrait s'en aller. Là. La division Nord qui est constituée de genre Newfoundland, Reading, Brampton, Maine, Adirondack et Worcester, là, qui devrait être ce Maine-là qui devrait s'en aller. On va parler de Trois-Rivières. J'avais une dernière question avant ça. Je pense que tu en as parlé à la poche-bleue aussi avec Guillaume, que lui il avait été voir son frère, là, Olivier, quand il a gagné la Coupe Kelly. Mais toi, tu l'as gagné en 2012-2013. D'avoir gagné, c'est comme un peu ta Coupe Stanley, là, d'avoir gagné cette coupe-là. C'était quoi pour toi? Franchement, c'est une raison pour que je suis resté dans la Ligue. Ma deuxième année, quand j'étais à Dayton, je me suis fait sortir en finale contre Idaho. Puis je restais pour jouer dans A. Puis à un moment donné, quand j'ai vu que j'accéderais peut-être pas à la Ligue nationale, peu importe, je me suis dit, pour moi, j'ai tellement joué longtemps que pour moi, c'est ma Coupe Stanley, comme tu viens de dire. Puis là, je voulais tellement la gagner. Fait que, j'ai tiré mes années, puis je me dédiais pour ça. Après ça, je suis allé 1 an en France. Là, Est-ce que je suis allé pour la bonne raison? Non, je pense que je suis plus allé collecter que d'autres choses. C'était ma manière. Si j'étais en fin de carrière, je pense que j'avais plus vraiment le vouloir non plus. Mais oui, pour moi, c'était ma Coupe Stanley. C'était comme une manière. Moi, je voulais rester là juste pour la gagner. Puis aider les jeunes qui essayaient de monter. Exactement pourquoi aujourd'hui je suis là, c'est que j'essaie de faire comprendre que la East Coast, c'est pas une ligue. Pas une ligue de garage. C'est pas une ligue de garage bien organisée. C'est une ligue qui est quand même très, très, très bien. Pour les équipes, de la manière qu'ils essayent de la gérer, ils le font bien, mais des fois, il manque de fond.
c'est pas, ça fait partie de la game. Je dis, oui, il y a un average de 4000 personnes par game qui sont là, mais des fois, tu n'arrives pas. Il y a des coups pareils, il y a des coups. C'est bon. L'année passée, c'était la 10e année qu'il y avait un average encore de 4000 dans la ligue au complet. Puis, c'est bon. C'est sûr que des fois, les coups peuvent commencer à être expansifs. Là, tu te promènes. Fait que, oui, pour moi, pour répondre à la question, c'était comme une coupe cette année. Pour moi, je savais que j'arriverais pas en Ligue nationale, peu importe. Fait que j'avais focusé sur, c'était ça mon rêve, puis j'allais le faire. Puis j'étais chanceux de y revenir. En plus, tu étais capitaine de l'équipe, puis tu as ton chandail retiré par cette équipe-là. Oui, en 3 ans. Une cérémonie à un match, puis... Oui, qui était contre Brampton, qui était avec l'école du Canadien dans ce temps-là, que j'avais déjà joué en plus, que je connaissais les gars, j'avais joué une dizaine de games là, fait que j'en connaissais une couple, fait que c'était quand même cool de pouvoir avoir cette journée-là avec mes parents et tout. Là, Seb t'a parlé d'Olivier Latendresse. Olivier Latendresse vient de poser une question. Ah ouais? Il dit, parle-nous de la guerre de la 117. Ouais, ça, je vais te le dire bien franchement, c'est à cause du débat qu'on a aujourd'hui, ça ne ressemblera plus jamais à ce que c'était, à cause des batailles. Mais à la gare de la 117, je te dirais que dans le temps, c'était quelque chose d'incroyable. Je me souviens des games. Là. Les games, ils commençaient à 7h, puis à 7h22, j'avais pas fait un chiffre encore parce qu'il y avait eu à peu près 22 combats. La guerre de la 117, là, c'est 45 minutes, 1 heure chacun de l'autre. C'était complètement incroyable. Je me souviens quand notre coach est arrivé, qui était André Tourigny, il leur avait dit, tu as le droit de perdre toutes les games de l'année, mais tu n'as pas le droit de perdre 8 games dans l'année, qui étaient les 8 games contre Val-d'Or. Tu ne peux pas perdre les games contre Val-d'Or. Surtout qu'eux autres, ils n'arrêtaient pas de dire on a 3 coupes du président. Fait que là, maintenant, ils ne peuvent plus rien dire parce qu'on en a 2 avec une coupe Memorial. Fait que c'est eux autres qui sont un peu dans le tort maintenant. Mais c'était quelque chose d'incroyable. C'était cool à vivre pour un jeune de 16, 17, 18, 19 ans. Fait que tu jouais contre Olivier, dans le fond. Oli, faire une histoire courte, j'ai joué avec, mais j'ai 3, il avait 14 ans. Il a joué, son frère avait 13, Guy avait 13, mais Guy avait 13, lui avait 14, il était venu jouer dans les playoffs avec nous autres à la fin de l'année. Puis j'ai joué, je pense, si je me rappelle bien, 2 ans contre, ça fait du sens parce que je suis rentré à 17. 1 an ou 2 ans, j'ai joué contre Oli quand il avait 16-17 ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai joué contre. Bon, je connais quand même du patelin ici, là, ça fait quand même assez longtemps. C'est ça, lui, il jouait à Val-d'Or, toi, tu jouais à Rouen. À Rouen, oui, c'est ça, exact. On en a parlé, on a effleuré le sujet un petit peu tantôt, mais on a eu l'annonce qu'il va y avoir une équipe la East Coast League à Trois-Rivières, Marc-André Bergeron qui va être vice-président et DG aussi. C'est quoi tu penses de ça, une équipe à East Coast là, à Trois-Rivières? Puis, je suis vraiment content, sérieusement, si on peut amener le produit au Québec. J'ai vu l'entrevue aujourd'hui aussi que Stéphane Leroux a fait sur rds.ca. Je suis vraiment, ils disent qu'ils vont donner la chance aux Québécois. C'est des choses qu'ils veulent faire. Ouais, ça. J'ai vraiment hâte. Je pense que c'est une bonne chose. Si c'est bien géré, si c'est fait de la bonne manière, puis je suis sûr qu'ils vont le faire de la bonne manière aussi, là, j'ai aucun doute. Mais si, exemple, on ne sait pas encore qu'ils vont t'affilier aux Canadiens. Entre nous autres, là. Ils ont toujours dit on peut pas rien, on peut pas dire oui, on peut pas dire non parce que c'est pas signé, mais on sait tous que le Canadien va avoir sa patte là-dedans. Là. Comme tu disais, ton tableau, là, quand tu as analysé les chiffres tantôt, là, pour une équipe, financer une équipe de cette ligue-là, pour eux, c'est pas grand-chose, puis c'est bon pour le développement de leurs jeunes. Fait que tout le monde a à gagner à ce que le Canadien soit impliqué dans cette équipe-là, tu sais. Ben, puis je l'espère très bien qu'ils vont s'impliquer, puis j'espère qu'ils vont en donner de l'argent vers ça, puis qu'ils vont s'occuper de leurs prospects. Pas parce que t'es un choix de 6 que tu te ramasses dans la cause, que tu peux pas jouer. Puis ça veut pas dire que t'es pas drafté, que t'es un petit Québécois qui joue junior, qui va finir son junior à 20 ans, puis qui va avoir une chance à Trois-Rivières, que tu vas mourir à Trois-Rivières. Tu sais, je veux dire, t'as une chance encore. Puis je suis content qu'ils veulent favoriser un peu les Québécois dans cette situation-là. Puis je leur lève mon chapeau, juste qu'il faut qu'ils le fassent de la bonne manière. Tu sais. Je voulais raconter l'anecdote tout à l'heure, puis je fais une parenthèse à ça. Tu sais, on revient sur le per diem, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis, j'espère qu'ils vont bien le gérer. Tu sais, je me souviens, dans East Coast, là, on parle du 43$ là, pour aller sur la route. Là. C'est 9$ pour le déjeuner, mais le 9$ pour le déjeuner, il commence à 8h.
Fait que, tu sais, si, exemple, tu pars à 8 heures, avant 8 heures, tu as le 43 piastres full. OK. Fait que, exemple, il y a des équipes dans la cause qui disent OK, demain matin, on part pour aller là, on va partir à 8h01. Sauver 9 piastres. Ouais, boy. Wow! Sérieux? C'est démoralisant pour un jeune, pareil. Fait que, tu sais, j'espère juste que ces erreurs-là se produiseront pas. Puis j'espère, parce que je dis, c'est pas parce que le jeune se ramasse en cause qu'il n'a pas le droit à une chance d'être vu puis d'atteindre la Ligue nationale. Tu sais, son rêve, c'est encore, il est là parce qu'il y a un rêve, c'est correct, il a le droit de le vivre. Puis c'est exactement ce que j'essaie de passer comme message, c'est que je suis tanné que le monde parle de la cause comme étant une ligue de garage. C'est une bonne ligue, puis le jeune va l'atteindre la Ligue nationale, puis les chiffres sont là, 178 joueurs l'ont atteint. Au bout de la ligne, il y a des chances qu'ils l'atteignent. Il y a des chances, ça se peut qu'ils ne sortent pas de là. Je ne dis pas qu'ils vont tout atteindre, mais il y en a qui vont pas prendre l'atteindre, puis faut que les organisations mettent, la Ligue nationale mette l'emphase un peu sur la East Coast et non les délaisser un peu. C'est de quelle façon qu'ils peuvent mettre l'emphase sur le meilleur monde, là, le monde idéal, là, ça serait de faire exactement ce que la Ligue nationale a fait avec les clubs de la Ligue américaine. Tu regardes les Sharks de San Jose, les Sharks jouent dans le club d'école des Sharks, là, le Barracuda, là, ils jouent exactement dans l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est peut-être un peu top, mais tu regardes les Canadiens de Montréal, ils sont à Laval. Fait que moi, dans un monde idéal, à partir de l'année prochaine, on va être quoi, 32 clubs avec Seattle? Là? On va être à peu près 32 clubs. L'idéal, ça serait qu'on ait 32 clubs de la Ligue américaine puis de la East Coast, puis tout le monde ait son affiliation. T'sais, à ce jour, l'année passée, il y a 25 des 31 clubs dans la cause qui avaient une affiliation. Il y a quand même 6 clubs qui n'ont pas d'affiliation. Ben oui, c'est quelque chose. 10. Fait que, au bout de la ligne, ça serait bon qu'on soit capable de connecter toutes les équipes ensemble. Tu as ton équipe, c'est à toi, tu développes tes jeunes, tu mets de l'argent là-dedans, développes ton jeune. Est-ce que ça veut dire que ton argent va réussir? Ça se peut que le jeune y floppe. C'est un guess à prendre, puis tu l'as drafté. Fait va-t'en dans cette direction-là, tu ne vas pas drafter pour rien. Je pense que le hockey à Trois-Rivières aussi, ça va marcher. Si le Canadien s'affilie avec une équipe de la East Coast à Trois-Rivières, moi je pense que ça va marcher, puis l'aréna va être. Il va y avoir du monde pas mal là-bas. Là. Ah, ça va. C'est une belle vitrine aussi pour les Québécois, tu sais. Ben oui, je pense qu'on pourrait mettre de l'emphase là-dessus. Là. Pour avoir joué semi-pro à Trois-Rivières, qui était un petit peu plus tough, là. On avait pas de grand monde. Là. C'était pas mal seat night à tous les soirs. Là. Mais je pense que la East Coast va être capable d'attirer ce monde-là. Puis je crois que la East Coast va être capable d'avoir ce monde-là sur dans l'aréna avec le produit. Il s'agit juste de bien le vendre. Puis je pense qu'ils vont être capables de mettre les jeunes Québécois en vitrine pour le prochain level qui est la Ligue américaine, qui est la Ligue nationale, en les encadrant. Puis, je pense qu'on a le bon monde en personnel aussi. Là, Marc-André Bergeron a joué à la Ligue nationale. Fait que c'est une personne qui comprend. C'est ce que ça prend pour arriver jusqu'à là. Je souhaite que ça marche de tout cœur. Là, il y a Mathieu Ricard qui dit que tu t'entraînes fort pour aller au camp. C'est vrai ça ou... Non, j'y ai pensé. Je vais être bien franc, ça m'a comme... C'est venu à l'idée quand ils l'ont annoncé. Veux pas, quand je jouais, ils annonçaient que Laval s'en venait dans la Ligue américaine. Je pense que c'était comme un petit rêve. Là. Je me disais, faut que je continue. J'aimerais ça jouer une game à Laval devant mes parents. Ça serait vraiment cool. Un petit gars de la Rive-Sud, même si c'est la Rive-Nord, un petit gars de la Rive-Sud. J'avais le goût, puis là, je me disais, OK, le projet arrive pas. Puis on a comme coupé à la corde. Il y a le projet de Trois-Rivières qui arrive. Est-ce que ça m'aurait tenté? Oui, mais en même temps, je pense que j'ai coupé un peu la corde de ce côté-là aussi. Là. Je n'irais pas faire un fou de moi, comme je te dis, la Ligue est tellement rendue bonne, mais vite, c'est une game de vitesse. Ça n'a jamais été ma force, la vitesse non plus. Je pense que j'ai juste coupé la corde. Oui, ça serait le fun. Je dis pas non un jour, j'aimerais ça travailler dans ce monde-là, que ce soit coach, que ce soit... C'est un plaisir qui me tenterait. J'aimerais vraiment ça. Je suis un gars de dédié. Je m'en allais justement te poser la question, voir tes plans futurs là, concernant ça. J'aimerais vraiment ça. C'est quelque chose, l'année passée, j'étais assistant coach au Bantam 3 majeur à Charlemagne pour la première fois. J'ai été passionné par la game. C'est complètement un autre monde. J'adore ça. Fait que oui, c'est dans mes plans futurs. J'aime ça encore jouer semi-pro.
Il me reste une couple d'années encore là, que j'aimerais beaucoup jouer encore. Là. Je suis encore passionné de la game, mais jouer, coacher, c'est complètement un autre monde, puis j'aimerais ça tôt ou tard. Je ne ferme pas la porte. Tu sais, coacher, c'est pas comme jouer, tu peux le faire à 40 ans, 45 ans, coacher. Ben, on voit bien que Claude Julien n'est pas tant en shape. Là. Ah, c'est ça. Pas obligé de les humilier en pratique non plus. Là, là, on était un pionnier du hockey de la East Coast, tu sais, puis je pense que ça serait beau de te voir dans ce projet-là, bon. Dans le futur, en tout cas. Ben, c'est, comme je te dis, c'est un objectif. J'aimerais beaucoup aider les jeunes, puis les aider par rapport à par quoi j'ai passé, puis les aider à faire peut-être pas les mêmes erreurs que j'ai faites non plus. Puis être là, tu sais, comme je te dis, je suis tellement un passionné de la game. Fait qu'au bout de la ligne, là, si je peux aider des jeunes à atteindre leur but, là, ça va être. Tu sais, l'année passée, je disais souvent ça à mes Bantam 3 qui vont être au repêchage junior l'année prochaine. Tu sais, ma paye, c'est pas d'être payé à coacher parce que tu gagnes rien coacher Bantam, mais ma paye, c'est de voir devenir une bonne personne dans la société, de devenir, que ce soit au hockey, que ce soit ailleurs, que tu sois repêché, que tu sois pas repêché, mais que tu sois devenu un meilleur individu. C'est ça ma paye au bout de la ligne aujourd'hui. Puis, si je peux le faire à un haut niveau, puis aider un jeune dans la cause à devenir une meilleure personne, même s'il n'atteint pas la nationale, mais de devenir un informaticien ou peu importe, ou devenir une meilleure personne dans la vie, ça va me faire plaisir de le faire. Tant qu'ils ne deviennent pas un lock. Un non. C'est bon, ça. En ce moment, t'es en ce moment, c'est la COVID, là, mais tu aurais sûrement joué dans la Ligue nord-américaine. Peux-tu nous parler un petit peu du calibre là-bas? Ben là, premièrement, ils l'ont annoncé ce soir pendant que vous étiez en podcast. Là, pour vrai? J'ai lu le texte que la Ligue allait être suspendue pour le reste de la saison, qui n'est pas une surprise non plus. Je pense que la santé publique est plus importante qu'un sport. Là. Je pense qu'on est capable d'attendre un an. Sinon, oui, j'aurais joué. Puis ça, c'est une autre ligue que le monde attribue à l'ancien semi-pro là, des Chiefs de Laval et ce monde. Ouais. On a encore cette étiquette-là. Puis je pense que c'est. Je ne vais pas me lancer dans un débat là, que tout le monde me garoche des pièces sur Facebook, là, mais on est dans notre image, oui, il va y avoir des combats. Est-ce qu'ils vont partir? Oui, ils vont partir avec le temps. Je pense que c'est un débat que tout le monde a en ce moment, mais c'est un débat qu'on ne devrait pas avoir parce qu'ils vont disparaître tôt ou tard. Ils s'en vont vers ça de toute manière. Le semi-pro, on en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. C'est un peu l'image de la Ligue. Mais quand tu regardes la Ligue de nos jours, maintenant, les gars qui jouent dans ces ligue-là, je pense à Thetford Mine l'année passée, leur premier trio, c'était Pascal Pelletier qui a joué dans la Ligue nationale, il y avait Maxime Messenauer pendant un bout, il y avait Alex Giroux qui a scoré 2 saisons, 60 goals. Il y a beaucoup de gars, il y a Réal Kolnick qui a joué à Jonquière, qui a joué dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de gars de la Ligue nationale maintenant qui reviennent à la maison, être payés pour jouer au hockey. Une fin de semaine, tu n'as même pas besoin de pratiquer. Tu joues vendredi, samedi, tu collectes tes 2 payes, puis tu fais ton travail qui est quand même un très bon sideline pour l'amour du jeu. Moi, sérieusement, quelqu'un qui veut dépenser 15$ venir voir du semi-pro, il va quand même trouver ça cool. C'est pas une ligue de bouffons qui a juste des batteurs, il y a du beau jeu de hockey, puis c'est le fun à voir. Pour ça, je trouve ça vicieux un peu parce que le monde dise ça. Dans la région de Montréal, là, il y a eu, dans le fond, quelques années, les Chiefs étaient revenus à Saint-Jean. Dans le début des années 2000, il y a eu une équipe à Verdun. Puis Laval était revenu une couple d'années un petit peu plus tard. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, les équipes de la Ligue nord-américaine sont beaucoup plus dans les régions. Fait que, que le monde d'ici dise qu'encore que c'est des ligues de bataille. Je pense que c'est peut-être juste parce qu'ils sont peut-être pas allés voir des games. Mais sur la rive sud aussi, en disant ça, on n'a pas de... On a les riverains du Collège Charlemagne, mais on n'a pas de junior, on n'a pas de East Coast, de Ligue nord-américaine. Non, c'est ça, t'as raison. C'est beaucoup de ligues. Les équipes sont pas mal centrées, genre Jonquière, Québec, Rivière-du-Loup, Thetford Mine, ce coin-là. Il y a Sorel-Laval dans les coins. Puis, sérieusement, une des choses c'est le fun que tu amènes ce point-là, ce qui pourrait amener Trois-Rivières en amenant, puis là, je lance ça de même, pas vraiment que la direction s'en ira pas dans ce chemin-là. Mais, exemple, sur la fin de semaine, ils jouent un 3-en-3, ils sont en
maison, il y a 2-3 call-ups à Laval, il manque des gars, peu importe, il y a des gars callés partout, il manque 2-3 gars. Je ne serais pas surpris quand même qu'il y ait des équipes qui viennent piger dans la Ligue nord-américaine une fois de temps en temps, exemple à Sorel, à Laval, quand tu regardes pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un Beaubier Morissette qui a été drafté dans le show en Floride, ou peu importe, je sais pas s'il était drafté. Il est allé au camp de Laval cette année, même s'il jouait semi-pro. Tu as un Maxime Messenauer, pour le monde qui ne connaisse pas, c'est quand même, il a joué dans la nationale, pas un meilleur joueur que j'ai vu dans cette ligue-là par un mille. J'ai l'impression que des fois, peut-être Trois-Rivières va peut-être venir piger une fois de temps en temps dans notre ligue, ce qui pourrait être très bon pour notre ligue, pour l'image de la ligue, avoir une fois de temps en temps un call-up. Je ne dis pas à toutes les fins de semaine, mais ça va peut-être arriver 2-3 fois dans l'année qu'ils ont besoin d'un gars, vient piger dans le réseau de la Ligue nord-américaine. C'est quand même plaisant pour notre ligue. Là, tu penses qu'il y a bien des joueurs de la Ligue nord-américaine qui vont s'essayer, s'il y en a que tu as parlé, qui vont s'essayer à Trois-Rivières? Je ne pense pas qu'ils vont s'essayer parce que je pense que les gars ont comme tourné la page, puis maintenant ils travaillent. Les gars ont des jobs et tout ça, puis comme j'ai expliqué, la East Coast, tout à l'heure, c'est quand même une job à temps plein, il faut que tu sois à pratique à tous les matins. Fait que je pense pas qu'il y a un gars qui va cracher sur ça, qui va cracher sur le fait, OK, je vais-tu give upper ma job pour retourner vivre dans la course à 500$ semaine? Non. Mais si, exemple, le gars, il a le goût de jouer une coupe de game de temps en temps, encore dans un bon calibre, il va peut-être le faire. Moi, je vais te dire, ben franchement, s'il m'appelle pour aller jouer une game, il va y aller. Ça va me faire plaisir d'y aller. C'est quand même cool pareil. Tu rejoues encore. Tu es dans le club école du Canadien en plus. On dit encore que l'école, si ça arrive. Ça va arriver, on va se le dire. Ça va être. C'est pour ça que moi, sérieusement, personnellement, ça m'arrive. Puis l'appel arrive. C'est sûr que je vais y aller. Ça va me faire plaisir. Est-ce que tu allais dire, LP? Tu allais dire quelque chose? Non, je m'allais dire que le calibre, c'est vrai que le calibre dans le semi-pro a vraiment changé dans les dernières années. Là. Ben, en tout cas, on voit plus ça là, comme des batailles à pu finir. Je pense qu'il y a des très, très, très bons joueurs dans le semi-pro. Puis, comme tu dis, des call-up, ils pourraient en avoir. Là. Ouais, les games dans le temps, je sais pas, là, mais je pense qu'ils duraient 3, 4, 5, 6 heures. C'était exactement c'est ça, des batailles. T'arrivais même pas à temps pour la score au bord. C'est un peu Moi, j'étais un fan des Dragons de Verdun, par exemple, dans le temps 2004-2005. Il y en avait un tout à l'heure qui était là, mais il semble qu'il a joué là. Il était sur c'est un ancien du Canadien qui est un très bon ami. Eric Hood, il a joué à Verdun avec un des grands joueurs de celui-là, Éric Doucet, le Douce, qui a joué à Sorel, mais les deux ont joué pour les Dragons. Des fois, on fait des soupers, peu importe, puis on parle de ces années-là qui étaient un peu. Je suis pas sûr que j'aurais joué dans ces ligues-là. Me connaître en tant que baveux un peu, je pense que j'aurais joué dans ces ligues-là. On va y aller avec un petit peu plus crunchy. Là. C'est quoi les taux que vous faites ou Mathieu Ricard il nous a dit contre celle-là, mais vite de même, à brûle pour point. As-tu une petite anecdote à nous conter de quelque chose de drôle? Là? Sur le semi-pro, sur quoi? La East Coast, là, je sais pas, des taux faites au coach ou... Ben, je te dirais que mon coach qui était à Reading, là, il était quand même assez cool, Larry Courville, là, il a joué Team Canada en 94 au World Junior. Larry était mon coach l'année que j'ai gagné. Larry, c'est un bon vivant. C'était un player's coach. Fait que avec lui, là, on pouvait... c'est le genre de gars qui venait dans la chambre le matin, là, écouter les histoires de qui a fait quoi la veille, puis je rentrais pas dans les détails. C'est quand même... Je sais pas si c'est payé le podcast, il est bonheur encore, fait que je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais il a été cool. Dans la Ligue nord-américaine, je dirais que les stories sont différentes parce que tu vois pas les gars toute la semaine, mais c'est juste le fait d'être dans van. On en a des stories là, dans van, puis j'en ai vu des toughs, là, sont drôles. Là, avant la game, il y en a que c'est... j'ai joué avec Brandon Christian qui a été tiré l'année passée, qui a été tué l'année passée, mais c'était tout un vivant dans une chambre, c'était drôle à voir. Fait que crunchy de même, j'en ai pas tant que ça. Je peux pas non plus rentrer trop dans les détails, des histoires que je vais sortir de même, mais de tous les jours, je te dirais que c'est plus la passion de j'en ai peut-être une, c'est vrai, j'en ai peut-être une.
J'en ai une. Vas-y. Elle est pas crunchy, mais elle est cool pour le monde. Il est passé 9 heures, on est correct. Là. Il est 9h25, là. On sac, puis il n'y a pas personne. Les enfants sont couchés. Le monde vont rire, mais c'est l'année du lockout, l'année de la Coupe à Reading, qui était l'année du lockout. On était affiliés à Washington, puis on était sur la route, puis on était à Kalamazoo. Faut rire le monde, mais c'est vraiment une ville, en passant. Là, on était à Kalamazoo, puis on reçoit un appel de Washington, George McPhee, qui appelle Larry. Et il dit là, le lockout va finir demain. Il dit on a le droit à une semaine de camp, il n'y aura pas de game intra-équipe, il n'y aura pas de game hors concours, ça va se passer vite. Il faut que ça roule, il faut que ça embarque. Il dit Hershey, qui était le club d'école dans la Ligue américaine, était à Saint John dans le temps. Il y avait un club à Saint John. Puis il dit là, on aimerait ça avoir une game hors concours contre votre club. Lui, il fait comme ça. Quand ça, il dit samedi. Il dit ben là, c'est parce qu'on joue dimanche à Trenton à 4 heures, là, tu sais, pas trop sûr. Fait que là, il raccroche, là, il vient me voir, puis c'est le capitaine. Là, il me dit, je veux qu'on aille jouer une game à Washington, une game intra-équipe. Là, je fais comme. Il dit, j'ai dit non, on joue demain à Trenton, une grosse game. Je dis, Larry, t'es sérieux, toi, là? On a joué contre les Capitals de Washington. On parle de Ovechkin, Mike Ribeiro, Green, Johansson, Backstrom. Hey man, t'es sérieux, là? Il dit, ouais, mais là, faut pas qu'on aille là-bas et qu'on prenne pas ça au sérieux. Je fais, d'après moi, on va manger une tape, là, je vais te le dire tout de suite, là, mais on va y aller, là. Finalement, il rappelle George, c'est bon, on va y aller. Fait que, il nous a envoyé, on est parti là-bas. On est arrivé là-bas, on est traité en roi, là, c'est quand même assez cool. Ovi a été super sharp, man. J'ai un bâton autographié par Ovi. On a joué la game comme c'était l'autre, parce qu'à chaque période qu'on commençait, tout le monde voulait commencer sa glace contre Ovi. Comme Ovi, c'est dans le temps que Ovi avait switché de l'aile droite à l'aile gauche. Adam Oates, qui était le coach, il avait switché Ovi sur son off-wing. Fait que là, tout le monde voulait jouer contre Ovi, puis là, comme, même le joueur de centre était rendu à l'aile, tout le monde veut starter au line. Les 5 joueurs sont devant Ovechkin. Fait qu'après la première période, il n'y avait pas de contact dans la game, tout, puis après la première période, c'était 1-0 pour Wash, puis ça allait popper, mais tu vois que les gars étaient rouillés un peu, là. Puis, faire une seconde, on a perdu la game 8-0. Mais, ça avait si bien commencé. Une belle expérience. Ah non, mais il était vraiment. Il y avait une coche, là. Il y avait une coche. Je te dirais que c'est l'exécution. C'était pas la vitesse de patin. Okay. Les gars étaient quand même. Il y a dans ce temps-là, il y avait Stanislav Galiev qui jouait à Saint John, qui jouait avec moi, qui a joué Gali à Washington. Gali patine aussi vite que ces gars-là, là, au bout de la ligne. Mais c'est vraiment l'exécution qui faisait. Il était vraiment une coche en haut de nous autres. Puis à la fin de la game, Gali était venu me voir et il avait dit Ovi veut te voir 2 minutes. Puis là, c'est bon, je vais aller le voir. Puis il dit hey, merci pour être venu. Puis tout ça, on sait que vous ne faites pas beaucoup d'argent. Puis tout ça. Puis il m'avait donné une enveloppe avec il y avait 10-15 000 dans l'enveloppe. Ah ouais! Ça venait pas de Ovi seul. C'était tous les joueurs qui avaient cotisé. Wow. Mais j'en reviens, les boys. Faut que j'aille au toit. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool le setup qu'on avait eu, puis comment on avait été traité pendant une journée. On était arrivé à l'aréna, on avait tout notre stock qui était là. C'était vraiment, vraiment cool. C'est une des. Cette année-là, je l'ai clos avec gagner un championnat qui était quand même cool en plus. Ben ouais. Fait que, c'était. Le 8-0, je m'en occupe pas là, au bout de la ligne. Ben non, mon sang crisse, c'est clair. Là, moi, je veux savoir ce que vous avez fait avec le 10-15 000. Y avait-tu un clip de danseuse à Washington? Dans le fond, j'ai donné, je pense, 200 ou 300 piastres chaque gars. Je pense que j'ai donné un peu d'argent aux gars. Puis le reste, je l'ai mis dans le Team Fun, là, l'affaire d'équipe. Puis à la fin de l'année, comme tu fais des parties et tout ça,
Puis il y avait déjà de l'argent un peu parce que les gars mettent de l'argent sur le board puis tout ça. Puis il y avait cet argent-là. Quand on a gagné la coupe, c'était comme un tout de l'argent. Mais j'avais donné un petit 200-300$ à chaque joueur, là, question de gâter tous les gars là, dans l'entourage. Mais c'était cool pareil. Là, on avait vécu tout un truc. Moi, ça me fait triper à entendre des histoires de même. Là, comme, les gars de Washington auraient pu s'en crisser. Il y a quelqu'un qui s'est donné à peine dans le vestiaire de dire « Hey les boys, on collecte du cash. Là, ces kids-là, c'est des passionnés de hockey, mais ils gagnent pas nos salaires. Là. On va leur donner un peu d'argent. » Il n'était pas obligé. Là. Moi, je trouve ça trippant d'entendre ce genre d'histoire-là dans le hockey. Désolé d'être parti pendant ton histoire. Mais non. Sérieux, c'est malade. C'est malade mental, man. Je vais vous laisser bientôt parce que je sais que vous y allez bientôt. Il est rendu 9h30. Ça va faire tirer à la plaque. Ça jase. Mais j'en ai une dernière avec Alex Kovalev. Celle-là, sérieusement, là, ce gars-là m'a fasciné. J'étais allé finir avec ça. J'étais allé l'année que j'ai signé à Ottawa, le camp d'entraînement était à Newfoundland. On allait, le club école du Canadien était à Newfoundland dans ce temps-là, à Saint John. Puis le Binghamton, dans les Ligue américaine, on faisait un voyage d'une semaine. On jouait comme 4 games dans des petites villes, tu sais. Puis tout le camp se passait là. Fait qu'il avait amené tous les gars au camp à Ottawa 2 jours avant qu'on parte. Fait qu'on avait eu la chance de pratiquer 2 jours, exemple, au camp des sénateurs avant de partir, tu sais. Puis je me souviens, la première journée que je suis arrivé à l'aréna, tu sais, c'est dans le temps là, que quand j'étais allé là, il y avait Alex Kovalev, Gonchar, Carlson, Spezza. Carlson rentrait dans la ligue. Tu sais, c'était quand même assez impressionnant, tu sais. Puis il y avait Wade Redden, il y avait Chris Phillips, qui étaient tous là. Fait que je rentre dans le gym le matin, puis tu sais, je m'en vais faire le basic. Puis pour une fois dans ma vie, tu sais, je me disais, hey man, je pourrais avoir l'air sérieux. Hey, je suis arrivé à l'aréna, je pense que le gars de l'aréna m'a donné les clés pour que ce soit moi qui rouvre l'aréna, tu sais, pour être sûr que j'étais le premier, tu sais. Fait que là, j'arrive à l'aréna, puis là, je m'en vais dans le gym, puis en embarquant sur le basic, tu sais, c'est Kovalev qui est à côté de moi. Puis là, man, je commence à pédaler, puis il y a à peu près 22 bicycles, là, je me souviens pas, mais il y a du bicycle au pied carré, là. Puis je me mets le bicycle direct à côté de Covey, là, tu sais. Puis là, je commence à pédaler, man, puis genre, je te jure, là, il était en tight leggings, là, tu sais, les leggings bien tight, là, quand tu manques ta combine. Puis il était en Crocs, mais genre, ses jambes doivent être... Il pédalait en Crocs? Ouais, il pédalait en Crocs, là, man, il était bien soft, là. Fait que là, tu sais, comme je commence à pédaler, puis à un moment donné, je suis comme hypnotisé, man, je fais juste le regarder, je suis comme, wow, man, c'est Alex Kovalev, tu sais. Je pense que mes pieds arrêtent de bouger sur le bicycle, tu sais, je bouge plus, man. Puis là, il m'arrête, il dit, are you okay? Are you okay? Je dis à Alex, I go, I know. C'est sûr qu'ils pensent que je suis gay, man. Tu sais, comme je regarde des gars, man. Puis finalement, genre, il y a Chris Phillips qui arrive, qui est comme face à mon bicycle, il dit That's my bike. Là, je suis aïe, man. Je suis comme vraiment pas à ma place. Regarde ça, c'était bien comique. T'avais pris sa place. Ah, c'est bon. J'avais pris la place à Chris Phillips, mais c'était bien quand même. Mais tu sais, il était super correct. J'ai pris son bâton. À la fin, il m'a gravé son bâton. Il était super correct. Il était sharp. Fait que. T'as-tu ça dans ton man cave en arrière de toi, là, toutes ces affaires-là? Là? Ouais, ben les bâtons, les casquettes, ouais, ben, c'est quoi? C'est tout, dans le fond, c'est comme un genre de Hall of Fame là, de tout ce que j'ai accompli dans ma vie, que ce soit des rondelles de premier but, mes rondelles, un peu de tout. Dans le fond, des casquettes où ce que j'ai joué, des trophées. C'est comme un genre de petit Hall of Fame là, que j'ai créé à la maison. Là. Nice. Tu as joué quand même pour beaucoup d'équipes. Je checkais ça. Tantôt, tu as joué quasiment pour 7 équipes dans la East Coast League. 7 équipes aussi. Je me suis promené un suitcase. Tu as joué en France aussi. Un an à Angers, qui n'a pas très bien été. Là. J'ai eu de la misère un peu avec la France. Là. Pas tout mon salaire a été payé. Puis ça, c'est une longue histoire. Mais ça n'a pas été cool là, de ce côté-là. Mais ça a été une belle expérience. J'ai pu voyager. Puis ça a été cool. Là. Et peut-être en finissant, là, mettons, tu aurais une équipe. Là. La best place que tu as joué partout dans ta carrière, ça serait où?
Ben, c'est sûr que. C'est sûr que Reading avec le chandail retiré, c'est quand même assez cool. Je te dirais que Victoria à BC était complètement incroyable. Ah ouais? La ville de BC à l'île de Vancouver, parce que ça a été vraiment cool. T'sais, Floride, ces deux places-là étaient quand même cool, mais je te dirais BC, là, ça a été une des belles villes que j'ai faites là, dans... Il y a Mathieu Ricard qui dit la Beauce. Oui, la Beauce, avec le shaker. La Beauce. Là, c'est ton équipe en ce moment, ça, la Beauce? Ouais, avec Cool FM de Saint-Georges, ça va faire 4 ans que je suis là. Je te dirais BC, là, dans East Coast, là, c'est une des belles villes que j'ai faites dans ma vie, là, qui était belle style, là, des beaux restaurants. Et la vie de tous les jours était vraiment sharp. Là. Nice. Tu joues en Beauce, mais tu habites où en ce moment? Là? À Brossard. Je suis à Brossard. OK. Fait que tu vas. C'est un esti drive. Je pars à tous les vendredis. On a comme une van. L'équipe loue une van. On est 4 gars de l'équipe. Puis on est 4 dans l'équipe. La van est payée par l'équipe. Puis il y a un conducteur qui est l'assistant coach. Puis on arrive au game. Puis la fin de semaine, ils payent l'hôtel là-bas. Fait qu'on couche quand même. On est bien traité. L'organisation de Beauce, là, pour de vrai, le côté organisation semi-pro, je pense que c'est pas la meilleure. Là. On n'a rien à soucier là, du côté de voyagement ou l'hébergement. Là. Quand on arrive là-bas, les hôtels sont gratuits. Tout est gratuit. C'est vraiment sharp là, de ce côté-là. Là. Ah, c'est bon. C'est cool. Ben merci, écoute, c'est vraiment intéressant. Hey, les boys, je vais finir. Ouais. Je sais que vous finissez tout le temps. Je vais finir avec un quiz parce que là c'est toi qui nous fais un quiz. Je vais vous finir avec un quiz vite. OK. Je vais vous finir avec un quiz. L'année du lockout. C'est bien ça. L'année du lockout en Alaska, dans East Coast, OK? OK. Il y a 4 gars de la Ligue nationale qui viennent d'Alaska Anchorage. Scott Gomez. Ils ont joué les 4 en même temps. Scott Gomez vient de le nommer. Il y en a un que vous ne trouverez pas, mais j'aimerais ça. Les 2 autres sont très connus. Là, à part Scott Gomez, j'aimerais ça que vous me trouvez les 4 gars. Vous en trouvez 3 sur 4. Ouais, Scott Gomez, je savais qu'il venait d'Alaska. Je dirais qu'il y en a 2. Il y en a 2 sur les 3 derniers que c'est des gars très connus. Là. C'est des gars de 700 games dans le show. Là. Il y en a un qui a joué à Montréal. À Montréal, en plus. Ron Asham? Non. Est-ce que Chichu, ça serait un gars qui avait joué Non. Il y en a un qui était capitaine des Rangers. Il a été tradé à Columbus, si je ne me trompe pas. Ah, le Dubinsky. Ouais, Brandon Dubinsky. Ah, ouais, Alaska. Puis l'autre, c'est un gars à Montréal qu'on a beaucoup aimé sa carte. Beaucoup aimé sa carte en quelle année? À Montréal, on aime sa carte. Il vient de passer. Ils viennent de passer sa carte. On va vous donner un indice facile. Il a joué à Fidel. Non, il a joué avec Thompson. Thompson, oui. Thompson. Ah, ouais. Ah, ouais, quand même. Le dernier, il était plus tough. C'est Joey Crabbe. Il est un peu plus tough, Joey, mais il est un peu quand même, ouais. Ouais, j'aurais jamais trouvé ce gars-là. Mon petit quiz pour finir. Les c'est bon. On devrait le garder pour le Habsbin. Seb, t'as-tu un Habsbin pour nous autres? On peut faire la Habsbin tout de suite, mais donnez-moi 2. Envoyer la petite vidéo. Ouais, donnez-moi 2 secondes. Je pars le démo, puis on fait notre Habsbin après. OK, let's go. Le segment Habsbin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. Tu connais un peu notre podcast, tu connais notre Habsbin, j'imagine. On n'a pas besoin de te briefer là-dessus. Vas-y, mon Seb, on a du renfort à soir. Moi, c'est pas moi qui va se plaindre. OK, le has-been d'aujourd'hui, c'est un joueur qui est un défenseur qui a joué avec le Canadien sur 2 saisons, mais juste 23 games. Il est encore dans la Ligue nationale. Il serait avec les Sabres de Buffalo cette année si il y avait du hockey. Il a joué sans... Non, il est à Winnipeg.
Attends, C'est un gars qui a joué, on l'a eu des Oilers. Attends un petit peu. Là. Attends. Alors, comment ça? C'est... Il est allé des Oilers, il a avec... joué à Montréal, puis là, il est rendu avec les Sabres, c'est ça? Un défenseur qui a joué, il jouerait avec les Sabres de Buffalo cette année si il y avait du hockey. 174 games derrière la cravate. Mais c'est quand même un gars de 29 ans, donc il y a eu quelques séjours dans la Ligue américaine, mais aussi il ne jouait pas beaucoup de games par année. Ça vous donne une idée que c'est un défenseur peut-être un petit peu plus obscur. C'est toujours des joueurs obscurs, t'es Habs-Bin. Sacrément. As-tu d'autres informations? Ouais. En quelle année qu'il a joué à Montréal? Attendez, là, je vais retourner en arrière. C'est un Américain, c'est un Canadien? C'est un gars qui vient de l'Alberta, puis il a joué avec le Canadien en 2016-2017, 10 games, 2017-2018, 13 games. Un défenseur. Pourtant, on a moins de défenseurs, ça devrait être plus facile. Qui a 29 ans. Il a été échangé contre David Desharnais. C'est pas Zach Redmond? Après avoir fou, ça. Mais non, il est dans la ligue, ce gars-là. Non, après avoir commencé la saison 2016-2017, 2016-2017 avec les Oilers, il a échangé en cours de saison le 28 février au Canadien de Montréal contre David Desharnais. Si je l'ai, je pense que... Il y a eu un cancer testiculaire aussi. Numéro 88. Tabarnak! 88 qu'il y avait. Non? 88. T'es pas Davidson, hein? Ouais, ben oui! Brandon, c'est ça, exactement. C'est bon, Brandon ça. Davidson. Il y a eu un cancer des couilles, ce gars-là! Ouais, une opération Eh suite à un cancer testiculaire durant la saison 2012-2013. Ah, il y a Jocelyn Métra qui l'avait eu, Brandon. Mais t'en as-tu un autre? Ah ouais, shoot-nous un autre, là. Celle-là, il... Un autre. Ben pourtant, il aurait dit Sont quand toutes même... dures pour Ben, ouais, moi, c'est pas une référence. Mais j'aurais dû trouver celle-là quand même. C'est récent. OK. L'autre, c'est un joueur qui a aussi joué en 2016-2017 avec le Canadien, seulement 11 games. On l'a eu à la date limite des transactions contre un choix de 6e ronde de Détroit. Il a quand même joué beaucoup de games dans la Ligue nationale. Mais Steve Hutt? Ouais, Steve Hutt, oui. ouais. Ah, ouais. J'essayais de trouver un petit Détroit. Ouais, c'était fort, ça, LP. Rapide. Ouais. Steve Hutt. Quand même 848 games dans la Ligue. Ah ouais. Une année où c'est qu'on aurait pu... c'est une année que j'aimais pas mal l'équipe en playoff. Il avait apporté un peu de grit, là. Il y avait le gars de... King. Ah, mais comment il s'appelait, le gars de Colorado là, qu'on avait eu aussi? Là? Andreas Martinson. Oui, c'est ça, exactement. Le marteau. C'est bon. All right, écoute, c'était super intéressant. Merci d'être avec nous autres ce soir. Merci. Ça m'a fait plaisir, les boys. Continuez votre bon show, sérieusement, c'est vraiment intéressant. Puis c'est cool. Là, puis mon chapeau, les boys. J'adore les contenus, puis lâchez pas ça. Excellent. Ben, on va t'inviter pour plus de quiz. C'est clair, là. On aime ça, les quiz. Le quiz à Tiff. En plus, il est habillé en London. Eh oui, qu'est-ce que tu veux de plus? Il représente en plus, pas de choix. All right. Merci encore, les boys. Hein? Merci beaucoup. All right. Ciao, salut, là, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, c'était intéressant, ça, tabarouette. Tout un personnage vraiment intéressant. Ouais. Ben, c'est comme quoi que aussi tu peux avoir une belle carrière quand tu es un passionné de hockey. Puis, c'est ça. Tu le sentais dans ses propos, là. Le gars, il défendait ce ligue-là comme... il a joué pendant une couple d'années dans ce ligue-là, puis... il y en a tellement des ligues qui sont tout croches là, dans toutes sortes de pays. Là, on en a une qui va être à Trois-Rivières.
super bonne ligue de la manière que Yannick nous l'a vendu. Jouer dans cette ligue-là, c'est le fun. Ils veulent encourager les Québécois. C'est juste du positif, pour vrai. Là. Ben, c'est une très bonne ligue, là, la East Coast League. Là, je parlais tantôt de Yannick Gould puis David Dernay qui sont allés jouer là-bas. Écoute, pour que des gars comme ça, même pas 2 ans après qu'ils aient passé dans cette ligue-là, sont dans la Ligue nationale, ça veut dire que c'est une crise de bonne ligue. Là, la marche n'est pas si haute. Là. Ouais. Comme tu parlais tantôt, c'est juste la vitesse d'exécution, là, parce que le reste, là, moi, j'ai vu jouer Tifu dans sa glace, à Candiac, dans le temps que je travaillais pour l'Arena, puis le monde se déplaçait, parce qu'il y a 2 glaces là-bas, puis lui, il jouait dans l'IHL. Puis, c'est une petite ligue estivale là, que nous autres, on jouait, là, mais il y avait un bon calibre là-bas. Puis lui, ben, il venait passer le temps là-bas avant d'aller dans la Ligue américaine ou dans l'East Coast League. Là, mais le monde se déplaçait pour le voir jouer, ce gars-là. Il dominait complètement la ligue, là, c'est sûr. Puis, c'est une sale ligue. Là, puis ce gars-là, c'est un très bon joueur de hockey. Puis c'est un très bon joueur de deck hockey aussi. Pour mais c'est quasiment une légende. Là, c'est le premier invité qu'on reçoit je sentais de la pression qu'il fallait qu'on le rentre parce que tout le monde commentait « Il est où aussi? Il est où? » Supposé d'avoir un invité, il est même pas là. Ah, Chris, on va l'aider, excusez. Ouais. Excusez de faire notre show, on va rentrer l'invité. Mais j'ai vu dans les commentaires cool. Aussi, il y en a qui ont demandé à Tifu s'il aimait plus le hockey ou le deck hockey. Fait que tu viens de le dire, c'est un joueur de deck hockey aussi. Il y a même un gars qui a dit le meilleur défenseur de deck hockey au monde. Il a joué dans des crises de bon calibre. Là. Je l'ai déjà vu dans des tournois. Moi, j'ai déjà joué. Moi, j'ai déjà joué contre lui à PTM dans Premier League à Laval. Lui, il était avec les Black Knights. Moi, j'étais avec les Capitals. J'ai joué contre lui. Puis j'avais joué aussi dans le temps à Deck Montréal. Là, genre, on monte en 2004, là, 2005. On s'en est parlé un peu cette semaine. Là, mais un gros calibre, puis je peux te dire que il rentrait, puis il faisait des games de 6-7 points, puis on était dans le gros calibre. Là, que, Moi, je suis pas de votre calibre, de toute façon, je suis même pas proche de ça. Je jouais avec une balle trouée, moi, avec des guenilles dedans. C'était bien intéressant, puis justement, ça l'ouvre peut-être aussi la porte, justement, on parle de deck hockey, il y a peut-être un spécial deck hockey qu'on pourrait faire peut-être m'emmener une semaine, puis justement ramener Yannick Tifu, qui est un joueur de deck hockey aussi, mais d'autres joueurs qu'on pourrait peut-être amener. Là, pour parler des tournois. On pourrait faire une genre de table ronde de deck hockey, ça pourrait être bon, ça. Il était supposé avoir une ligue, justement, là, au mois d'avril. Finalement, tout ça a été annulé. Là, mais... À cause de la COVID, il était supposé avoir une ligue nationale de deck hockey là, que Alex Burrows est en arrière de tout ça. Fait que j'imagine que Yannick Tifu aurait joué dans cette ligue-là, là, s'il aurait eu du temps avec le semi-pro. Mais c'est clair que ce serait intéressant de faire peut-être de le réinviter quand tout ça va recommencer et qu'il nous parle un peu de la ligue. Ça serait intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de fans de deck hockey au Québec. Là. Je connais aussi dans mon Facebook, là, je sais qu'il aurait eu une équipe à Boucherville. Là. Ah ouais, OK. Je connaissais quelqu'un aussi de l'organisation de Boucherville. On aurait peut-être pu... on verra ça peut-être dans le futur, mais pour l'instant, est-ce qu'on y va avec les sujets qui nous restaient? Écoute, ça fait déjà quasiment 2 heures. Moi, les sujets qui restent, on en reparlera la semaine prochaine, je pense. Écoute, écoute... on peut en parler vite fait, là, mais ouais. Il suit en tête. Rien à dire sur Larry Carrière. Écoute, Larry Carrière, on va en parler vite fait, là, ça va prendre 30 secondes, mais il s'est fait tasser déjà il y a une couple d'années dans l'organisation du Canadien. Il était DG avec les Rockets, ils l'ont comme tassé. Quand Bergevin était sur le bord de perdre sa job, là, ils ont comme donné un poste un directeur du personnel. Directeur du personnel advisor. Qui veut pas dire grand-chose. Je pense qu'il attendait que son contrat finisse. Là. Je suis pas dans... C'est pas des insides que j'ai. J'ai fini ma grosse bière, mais moi, dans ma tête, ce gars-là, ils l'ont tassé un peu. Je sais pas si son rôle était encore super pertinent. Son contrat est fini, ils l'ont juste pas renouvelé. Là.
Je pense pas que c'est une grosse perte pour le Canadien, sans Non, je pense manquer pas de non respect plus. à Larry Carrière là, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais je pense pas que c'est un gros Pour pilier. faire un jeu de mots. Mais Pauvre tu sais, Larry, non, mais pour vrai, il a quand même eu une belle carrière, le gars, mais ça tirait à sa fin, là, quand même. Là, puis j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand. Il amenait plus grand-chose aux Canadiens. Il n'y avait pas son mot à dire. Il n'y avait pas un rôle important. Fait que c'est pas mal la fin. C'est tout ce que j'avais à dire. on a fait le tour sur Larry Carrière. C'est Bon, réglé. ben, sur ces Sujet belles clos. paroles, on peut s'en aller en C'est bon. That's it. That's it. Ben, je vais te laisser finir ça avec les commanditaires. Ouais. Bon, ben, merci d'avoir écouté ce podcast, La Sauce du hockey de présentation de Hunt Lambdon. Avec le code promo SDH15, 15% de rabais à la boutique physique ou bien huntlambdon.com. Et profitez-en, là, c'est le temps du Boxing Day en ce moment. Cyber Monday. Ouais, je pense qu'il y a 25% là, de rabais chez Hunt Lambdon. 25% de rabais en ce moment. Donc, petite publicité, David Gay. Tu nous écoutes. C'est bon. Et, merci on à a vu, Groupe Air Force aussi d'être parmi nous. Ouais. Toujours. Exactement. Sur ça, les boys. Groupe Air Force qui font des nettoyages de conduits de ventilation, conduits de sécheuse et puis de thermopompe. Si avant l'hiver, là, vous voulez faire votre ménage pour respirer de l'air pur, et une chose qui est très importante aussi en COVID, en temps de COVID, là, c'est vous voulez éviter la visite chez vous. T'es un vendeur exceptionnel, Seb. C'est bon. On reparlera de Team USA, par exemple. On en reparlera lundi prochain. Ouais. Exact. C'est intéressant. Ça, c'était un des sujets mieux que Larry Carrière, ça. Mais on le reporte d'une semaine. Finalement, on aurait peut-être juste... Ben non, mais là, il est rendu 10 heures. Bonne nuit. T'es super bon pour les publicités, Seb, là, mais pour les choix des derniers sujets du podcast, on en reparle. Tu vois, Larry Carrière. Non, c'est parce que je pensais que je l'avais un autre. Là, j'ai ouvert le fichier pour regarder. Non, c'était juste ça, finalement. Ben, il y avait Team USA versus Team Canada. Ben ça, on en reparlera parce que moi, je suis un passionné du World Junior. Fait que on s'en parle. On vous laisse faire justement une thématique là, si vous avez le temps de regarder au sourcesduhockey.com. Dans les derniers jours, Pat a sorti j'ai 2 articles. Mon clavier, toi, pour me remettre à écrire juste pour vous autres. les meilleurs compteurs du World Junior de tous les temps. Puis, Là, je suis en train de préparer un article sur les meilleurs gardiens canadiens. Que ça devrait s'en venir dans les prochains jours. Je suis en train de faire un article, moi, sur les 10 joueurs oubliés, comme quoi c'est pas un gage de succès. C'est bon, ça. Ouais. Non, c'est ça. Fait que j'ai mentionné tantôt Cody Hodgson, mais il va peut-être avoir 9 autres Cody Hodgson. C'était con si t'avais fait échanger à Buffalo. Lazar est là? Lazar, man, moi je le voyais gros. Il y avait une rumeur à un moment donné qu'il l'amenait à Montréal. J'étais tout excité. Ouais. Il n'a jamais débloqué. C'est triste. Mais bon. Bon, ben, all right. tout le monde. Merci, boys. Salut, les boys. C'était bien intéressant. Yes, sir. La semaine prochaine. Yes, bonne soirée.